Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver selon certains. Donc, je me présente, Vanessa Cournoyer-Cyr. Je suis la directrice générale de Vision Attractivité. Merci beaucoup, fort aimable. En fait, Vision Attractivité, pour la petite histoire, c'est une organisation régionale, donc pour toute la région de l'Estrie, canton de l'Est, qui vise la concertation des acteurs sur toutes les questions d'attraction, d'accueil, de rétention de toutes les clientèles. Donc, c'est assez large. Donc, je vois quand même des visages familiers dans la salle, des partenaires avec lesquels on travaille au quotidien. Et bien évidemment que cette question-là du logement, de l'habitation, c'est une question qui nous préoccupe. Moi, je dis souvent que c'est l'enjeu de l'heure. C'est vraiment la question dont on parle le plus parce que ça a un impact direct, bien évidemment, sur tous les efforts d'attractivité qu'on peut faire. Donc, tant en matière d'attraction, mais d'accueil aussi beaucoup et de rétention. Évidemment, s'il n'y a pas de logement disponible, c'est très difficile, justement, de concrétiser ces efforts-là. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était d'autant plus intéressant de présenter ces deux panels de discussion-là aujourd'hui pour qu'on ait une discussion sur la question d'abordabilité et toute la question d'innovation aussi. Donc, on a deux panels pour adresser cette question-là aujourd'hui. Donc, vous le savez, cette crise du logement-là, vous la vivez probablement aussi, là, elle se vit partout au Québec. Juste quelques petits chiffres que je suis allée chercher juste pour qu'on mesure l'ampleur de la chose, là, juste pour vous faire peur bien comme il faut. Mais on évalue à 100 000 habitations, finalement, la pénurie de logements au Québec. Donc, 100 000, c'est beaucoup, ce qui veut dire que si on voulait rattraper ce déficit-là de 100 000 habitations sur 10 ans, il faudrait construire chaque année 10 000 logements de plus que ceux qui sont déjà construits. Donc, ça nous donne quand même une idée de l'ampleur de la tâche qu'on a devant nous. Donc, ça veut dire qu'il y a un bon défi, mais je pense que ce matin, on va pouvoir justement évaluer certaines solutions, parce qu'il n'y a pas de solution unique, bien évidemment. Mais je pense que c'est un cumul de solutions qui va nous permettre d'y arriver. Donc, on a deux panels pour adresser ces questions-là ensemble. Donc, premier panel pour voir comment on répond aux besoins de logements abordables au Québec dans toute cette question d'abordabilité. Donc, sur ce panel, on a Guillaume Brien, qui est de la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie. Bonjour, Guillaume. On a Nicolas Lapierre, qui est associé fondateur à l'Abri. Bonjour, Nicolas. Et on a Pascal Youn, qui est fondateur de Village Urbain. Merci, salut. Donc, avant de débuter, de vraiment avoir une discussion, je pense que ça serait intéressant de vous entendre chacun un peu sur ce que vous faites, sur les initiatives, projets que vous avez dans vos organisations pour faire face à cette crise du logement. Donc, Guillaume, si tu pouvais nous présenter un peu ce que vous faites du côté de la Fédération des coops en lien avec ça. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je voulais revenir un petit peu dans l'histoire, là. Juste me présenter brièvement. Ça va faire 25 ans, je suis dans le monde des coops en général, mais des coops d'habitation, ça fait 23 ans. Vous voyez que j'ai une face encore de jeune, même si je vais pouvoir acheter bientôt ma passe d'aîné. C'est à partir de 50 ans. Fait que, cela dit, quand j'avais 20 quelques années, j'avais encore l'air plus jeune, là. Ma coiffeuse me donnait 15 ans. Là, maintenant, elle me donne 35, 37, là. C'est elle qui me dit ça. Je fais la blague parce que j'ai longtemps été dit « Ah, toi, tu crois au pays des licornes, tu crois t'as des lunettes roses. » Le problème, c'est qu'après 25 ans, ils ne peuvent plus me dire ça. On a fait, je dis bien on, ce qu'on avait comme vision. Puis on s'est dit, on ne fera pas ça en fonction des subventions, on va proposer des choses, puis on va aller de l'avant. Mais il y a 20 quelques années, là, j'étais beaucoup plus mince que ça. J'ai pris beaucoup de poids. Entre autres, dû au stress, parce que il y a plusieurs, quand on innove, quand on fait des projets qui sortent de la boîte, c'est un peu la traversée du désert. Il y avait la question tantôt, comment on fait pour survivre à ça? Alors, on peut survivre, je suis toujours vivant. Et après 25 ans, ce que je découvre, même après une vingtaine d'années, c'est une crédibilité aux yeux des partenaires importants qui sont clés. Parce que tu les connais, je les connaissais il y a 20 ans, mais tu dis « Ah ouais, toi, tu as des beaux projets, bravo, une belle tape sur l'épaule. » Maintenant, quand je les contacte, tu es rendu où dans tes projets? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous faites? Puis là, ils sont intéressés parce qu'ils savent qu'on est capable de les mener à terme. Mais j'ai beaucoup appris dans ce parcours-là, puis c'est un peu ça dans l'atelier que je veux vous partager. Tout ce qu'on a pu apprendre, puis ce qu'on apprend encore tous les jours. Hein, on est loin d'être parfait parce qu'on a plusieurs années là-dessus. Et à chaque fois, les groupes, parce que je suis à la fois directeur de la Fédération, c'est le regroupement des coops d'habitation en Estrie. Pour moi, c'est une innovation qui existe depuis plus de 40 ans, même 50 ans maintenant, qu'on a fêté récemment nos plus vieilles coops qui ont commencé en Estrie. C'est une sacrée belle innovation qui a démontré comment elle peut se distancier par rapport au marché. On parlait des coops funéraires tantôt qui étaient nettement plus bas que le marché. Bien,
On a réussi collectivement, nos coops d'habitation aujourd'hui, à démontrer qu'on est 20, 30, des fois 40 en bas du marché privé. Et nos bâtiments sont même des fois mieux entretenus parce que c'est les gens qui y habitent, c'est autogéré. C'était ça le défi. C'était un défi dans les années 70. Puis au fil du temps où les gens s'individualisaient, c'était encore un défi aussi. Mais on a réussi à traverser ça. Et le gouvernement vient de reconnaître, et j'y étais quand il l'a annoncé, 1,4 milliard pour développer des coops d'habitation partout au Canada. Mais ça faisait 35 ans qu'il n'y avait plus de financement juste pour un programme de coop. Puis, je suis bien heureux de ça. Je peux contribuer, je suis interpellé dans les tables là, assez décisionnelles, disons, pour la mise en place de ce programme-là. Fait que cette expérience-là, bien, elle sert, puis j'espère qu'elle va servir encore à plus de gens. Donc ça, c'est pour les coops d'habitation. Juste pour vous rappeler, au retour de la guerre, les gens se sont dit, on veut se construire des quartiers, des maisons. Donc, on est dans les années 40. Les gens se regroupent ensemble pour répondre à leurs besoins de se créer des maisons. Donc, ils vont acheter en commun, ils vont construire en commun. Mais à l'époque, l'idée, c'était que la coop, à la fin, mourait. Ça, c'était dans les années 40. Il y a eu un exemple comme ça qui s'est reproduit, puis c'est dans la ville ici, hein, Belladon, c'est le rang 13, où il s'est créé une coop pour créer justement des propriétés. Ils ont fait ça collectivement, puis à la fin, ils ont dit, bien, est-ce que la coop a encore lieu d'être? Puis ils ont décidé que non, toujours démocratiquement. Donc, ça, c'était dans les années 40. Les premières étaient d'Asbestos, Granby, puis après, ça s'est répandu au Québec. Dans les années 70, les premières coops d'habitation locatives, c'est que tu es à la fois, tu signes un bail de location, mais tu signes un contrat de membre. Ce contrat de membre-là fait que tu dois agir comme un bon propriétaire. Puis la littérature est claire. Quand tu te sens propriétaire, que tu le sois officiellement ou officieusement, tu prends soin davantage de ton milieu de vie. Donc, c'était une clé. Ça a commencé au centre-ville de Sherbrooke où il y avait vraiment des taudis. Il y en a malheureusement encore aujourd'hui, ce qui est épouvantable, mais à l'époque, c'était encore pire. Alors, tu avais des professionnels, des étudiants en service social, médecins, des étudiants en médecine, et on dit, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Et ils ont démarré les coops pour essayer de retaper. Donc, on achetait, on rénovait à l'époque. Puis, au fil du temps, ça s'est répandu partout au Québec. Donc, ça a commencé au centre-ville de Sherbrooke. Je fais ça vite. Il y a un peu plus de 15 ans, on en parlait hier justement, à Racine, une première coop pour aînés, des aînés qui se regroupent. Ils disent qu'il ne faut pas déraciner un vieil arbre. Bien, c'est pareil pour l'humain. Tu ne le déracines pas de son milieu quand il est rendu à 75-80. C'est un choc énorme. L'arbre et nous, on est des organismes vivants. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la communauté se rassemblait et créait un projet d'habitation, mais de solidarité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste ceux qui y habitent qui y participent, parce qu'ils sont vieillissants et ont une certaine autonomie. On s'est dit, ça c'était super, on n'est pas une place pour les gens en perte d'autonomie. On est là pour prolonger l'autonomie. Et il y en a qui se disaient, on est peut-être rendu à la veillée de notre vie, à la soirée, mais la soirée va être longue puis on va avoir du fun. Ça, c'est leur philosophie, contrairement à, et j'ai du respect pour ceux qui font de l'immobilier privé pour aînés, mais eux, c'est plus tu consommes des services, plus c'est payant pour ma business. Donc, quand tu arrives, je te donne un triporteur gratuit pour les 6 premiers mois. Là, tu as du fun avec ça. C'est le fun, hein? C'est comme un jouet. Puis après 6 mois, bien, physiquement, tu ne peux plus t'en passer, mais là, tu as un coût à payer. Donc, chaque chose, pour ceux qui connaissent ça, tu prends un mouchoir, on te charge, etc. Tandis que nous, plus tu es autonome, plus tu as du fun, plus tu ris, plus tu t'impliques à la hauteur de tes capacités, plus c'est payant pour le collectif, pour toi, pour la coop et pour la communauté, parce que les enfants viennent de l'école, puis on plie le journal de la communauté, puis etc. Fait que quand il y a eu la COVID, on se disait, qu'est-ce que le monde va avoir peur d'aller vivre là, parce que sur cette coop-là de 20 unités, il y en a 3 qui sont décédés, puis au contraire, toute la municipalité s'est mobilisée, et là, ils ont une liste d'attente comme ils n'ont jamais eu. Pourquoi? Pas parce qu'on avait un risque de mourir, parce que toute la communauté s'est mobilisée, puis les autres ont vu ça. Ceux qui y vivent, puis ceux qui vont y vivre, puis les enfants, ils ont fait « Wow! Quelle solidarité en moment de crise! » Fait que ça, c'est notre quotidien avec tous ses défauts puis les défis, mais ça me donne des frissons. Donc, ça, c'est en 2003 qu'elle a été créée. Puis, moi, je suis arrivé en 2009, j'ai été 10 ans à Québec pour la Fédé puis un GRT là-bas. Puis depuis 13 ans, je suis ici. Donc, on est rendu à une quinzaine de coops en Estrie. Fait que de village en village, les gens de Racine ont été en parler à l'autre, à l'autre, à l'autre. Ils étaient à Notre-Dame-des-Bois cette semaine. Et les gens se sont mobilisés, une quarantaine de personnes. Et là,
ça devient un projet collectif pour la communauté. Mais après, une fois qu'il est fait, il ne faut pas que ça soit déconnecté de la communauté. Donc, comment on garde ce lien-là? Fait que ça, c'était, et j'en ai un dernier. Donc, ça, c'est super, les coop de solidarité pour aînés. On essaie de montrer au gouvernement ça. Moi, je militais, j'allais voir le gouvernement pour lui dire, regarde les beaux projets qu'on a, mais quand on en avait un, c'était extraordinaire. Là, on en a 15. Donc là, le gouvernement, il fait, oh, j'ai fait mes maisons des aînés qui coûtent 800 000 à la porte, mais toi, tu sors ça à 200 quelques mille, puis ça a l'air que le monde, la communauté est impliquée. Il se passe quelque chose chez vous, là. Même que nos gens sont rendus, ceux qui y habitent, ils appellent ça un antidote au vieillissement. C'est quand même pas banal, là. Quand ils m'ont sorti ça, j'ai dit, vous êtes forts. Donc, ils vieillissent pareil, là, entre nous, là. Mais ils vieillissent d'une manière qu'ils ne pensaient pas pouvoir vieillir. C'est-à-dire qu'une dame, entre autres, qui fait de l'Alzheimer, ses enfants disaient on ne peut pas la laisser chez elle, elle ne peut plus fonctionner. Elle est allée dans ce projet-là au lieu d'aller dans un lieu très fermé et plus hospitalier, disons. Et c'est l'entraide, derrière le mot coop, là, il y a le mot entraide, puis c'est l'entraide entre les gens-là qu'elle a fait passer 4 ou 5 ans de mémoire. Puis pour ses enfants, c'était les plus belles années de sa vie, de cette période-là de sa vie. Voilà. Fait que ça, c'est des exemples touchants aussi. Dernier bébé qu'on est fiers, mais qu'on a rushé encore, et ça, j'y étais au cœur, c'est des coop de propriétaires. Donc, comment accéder à la propriété, mais que ça reste une coop, qu'on vive toutes les valeurs et principes coopératifs, mais qu'on puisse accéder, puis que le fait d'accéder, puis qu'on ait des partenaires financiers, fait qu'on peut se payer de ce qu'il y a de plus écologique. Ça, c'était un de mes souhaits. Donc, par exemple, il y a 2 projets pilotes qui ont été faits, puis le gouvernement a dit, j'aime tellement ça. Au début, il ne me disait pas ça, là. Ben, vas-y, Guillaume, là, ça a l'air bien beau, là. Vas-y avec ta gang, là, essayez ça. Il y en a plein qui ne nous croyaient pas. On l'a fait. Et là, en juin dernier, ils ont dit, on a tellement aimé qu'on met des millions dedans. Donc, je passe d'un projet où ils prêtaient un 5 millions à, là, ils ont mis 45 millions. Ça équivaut à peu près à 1000 unités qu'on peut développer à travers le Québec. Donc, c'est énorme. On était sur nos projets très locaux, très régionaux. Puis là, bien, ça vient de faire boule de neige. Là, après avoir rencontré le bureau du premier ministre 2 fois, expliqué c'était quoi le projet, comment ça avait un impact sur l'humain, sur les gens qui y habitent, et comment c'était 25 % moins cher que ce qu'il y a sur le prix du marché. Ça va? Donc, encore là, au début, le monde est sceptique, mais là, quand ils posent des questions sur qui on est, ah non, eux autres, ça fait des années, puis voici la liste des projets qu'ils ont fait. Fait que ça, puis les coop de propriétaires, on est très fiers de ça. Ça en est un exemple parce que moi, je le sens, là, vous êtes des passionnés, puis c'est super. J'ai plein de choses là-dessus sur les trucs, les réflexions, mais 2 choses qui ont été importantes pour y arriver, se rattacher à un mouvement qui a une reconnaissance déjà. C'est-à-dire avoir un partenaire qui a déjà une crédibilité, ça donne un levier important. Ça ne veut pas dire qu'il faut dénaturer notre projet, mais se trouver des partenaires, ça, c'est important. Puis nous, bien, c'est sûr, on a eu des groupes de ressources techniques qui n'étaient pas nécessairement habitués à nos nouvelles formules, mais qui avaient toute la... c'est des développeurs immobiliers. Puis nous, on est des développeurs humains puis de projets. Fait que là, c'était de s'associer. Là, je donne cet exemple-là. Il y en existe d'autres, mais ça, c'en est un solide. Fait qu'avec ça, les partenaires clés, des mouvements déjà établis, puis des experts en immobilier aussi, parce que notre projet humain est super, là, mais il y a de la réalité, là, terrain. Là, je ne parle pas de la couleur des armoires, là, mais bien de tous les enjeux terrain. Fait que voilà pour la petite histoire des coops. Merci, Guillaume. Puis on va avoir le temps, de toute façon, de revenir aussi sur un peu le mélange des genres, puis comment, finalement, cette avenue-là doit être en complémentarité aussi avec les autres. Donc, merci. Nicolas, tu peux nous parler un petit peu de l'abri? Je vais changer ma slide. Ah non, c'est la bonne. C'est la bonne. Bon, tu vois, j'étais déjà prête. Bonjour tout le monde. Ben en fait, ouais, peut-être pour la petite histoire rapidement de l'abri, on est un petit bureau d'architecture basé à Montréal. Notre pratique nous a amené un peu organiquement par la force des choses à travailler finalement beaucoup plus en région même que quand on a commencé dans le Milex à faire beaucoup de rénovation urbaine. Puis, on s'est spécialisé en construction écologique, d'abord plus avec des particuliers, je pense avec un certain succès. On a quand même réussi à faire certifier ce qui était la 3e maison passive au Québec, qui est donc une norme de performance éco-énergétique là, extrêmement stricte. Puis justement, je pense que dans notre quête de réfléchir à l'impact environnemental, puis à ces aspirations-là dans notre pratique, on a aussi voulu
va commencer à se poser la question sur plus le collectif, parce qu'évidemment, c'est fantastique, les projets, je pense qu'on peut réaliser avec des particuliers, mais pour que l'impact soit réel, on doit aussi travailler à plus grande échelle. Donc, je pense que pour nous, le saut d'échelle, c'est plus fait justement dans le souci de pouvoir développer notre expertise sur un plus grand territoire. Et donc, on a commencé, je pense, à travailler sur plusieurs projets en développement. Celui que vous voyez derrière moi, qui est le projet Nidazo à Fredericksburg, Stéphanie, qui porte le projet, est parmi nous. Donc, si vous avez des questions, il faut aussi en discuter avec elle. Qui est un super beau projet, à mon sens, puis qui démontre bien peut-être comment on peut aborder les solutions potentielles, en fait, si on parle de crise. Donc, un projet qui est porté par une OBNL, qui est un cohabitant. Puis, on a vraiment, en fait, je pense, abordé les discussions avec Nidazo, à se poser probablement la question quels sont les besoins réels de la population locale. Puis, je pense que c'est important parce que oui, on parle de volume, mais je pense qu'après aussi, il faut se poser la question c'est qu'est-ce qu'on bâtit? Et il faut mettre la barre haute, parce que si on fait juste remplir des chiffres, si par exemple le gouvernement, oui, s'engage à faire 10 000 logements de plus, mais c'est quoi ces unités-là? Est-ce que ces unités-là répondent aux besoins spécifiques de chaque contexte? Puis justement, avec Fredericksburg, ce qu'on voulait éviter, c'est plus de chalets. Plus de résidences secondaires, ce qu'il fallait, c'est des logements pour les familles, pour potentiellement aussi des nouvelles familles qui viendraient réellement s'installer dans le village, contribuer à l'économie locale. Puis ça, c'est une réflexion, je pense, qui est essentielle à avoir si on veut avoir des projets qui sont réellement pérennes. Donc, ici, à Fredericksburg, je pense qu'on mise beaucoup sur la mise en commun aussi. Là, ce qu'on voit, c'est plutôt, en fait, le cœur du projet dans sa deuxième ou troisième phase. Idéalement, ce sera le cœur commun, avec un partage des ressources au niveau même des espaces agricoles, des bâtiments communs, résidences pour aînés et CPE aussi intégrés dans le bâtiment au centre. Donc, l'idée, c'est de bâtir des communautés. Je pense que nous, justement, on est un bureau d'architectes, mais je pense qu'on veut passer vraiment beaucoup plus à l'extérieur du bâtiment, à ce qui se passe entre les bâtiments, finalement. Puis, il faut trouver des nouvelles formules, parce que, justement, je pense que s'il y avait un modèle qui fonctionnait, on ne parlerait pas d'une crise, on parlerait de résoudre des petits problèmes, mais on n'est pas du tout dans cette situation-là, j'ai mal. Puis, c'est pas unique au Québec, hein, c'est l'ensemble des pays du G7 qui font face aux mêmes problèmes en ce moment. Donc, il faut repenser, je pense, nos façons de faire, puis il faut probablement un changement assez radical d'aborder la question du logement. Puis, ben, justement, je pense que Fredericksburg, c'est un bel exemple. On travaille aussi à Bromont. On est en train de développer un projet de quartier qui se base sur les pocket neighborhoods qui ont déjà été développés dans les années 80 aux États-Unis, aussi dans les pays scandinaves, avec Nicolas Cloutier, qui est là aussi, qui va parler plus tard, donc je le laisserai présenter son projet. On travaille aussi sur un projet de densification quand même à Sainte-Agathe. Je pense que c'est intéressant de voir aussi chaque contexte va amener une solution différente aussi. À Sainte-Agathe, on parle de densification quand même qui doit être plus importante peut-être que ce qu'on avait envisagé normalement. À Fredericksburg, c'est un peu l'inverse. On parle de densification douce parce qu'on veut faire attention aussi à ne pas trop déstabiliser quand même l'écosystème local actuel, puis pas faire trop d'unités, pousser pour le bigénérationnel. Donc, je pense je pense qu'après ça, on peut se répondre aux questions, mais oui. Merci. Merci beaucoup. Pascal, toi, de ton côté? Salut, salut. Donc, moi, je vais commencer par dire que je n'ai pas rapport dans le monde de l'immobilier. Je suis un imposteur. Donc, en fait, métaphoriquement, le toit est tombé sur ma tête, puis j'étais obligé de m'occuper de l'immobilier. Dans un sens, je fais du documentaire, d'animation, je suis artiste. Et puis, ben moi, j'ai grandi. C'est-à-dire que, étant donné que je suis dans le monde du documentaire, je vais vous raconter des histoires avec un début, milieu et fin, puis avec des leçons. Donc, j'ai commencé à habiter. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans un bungalow avec mes parents, dans une famille immigrante vietnamienne. Et puis, dans notre sous-sol, on avait un grand sous-sol qui ne servait à rien. Et donc, mon oncle et ma tante, qui étaient aux études, étaient pauvres à l'époque. Donc, ils ont commencé à habiter dans notre sous-sol. Et on partageait donc une seule cuisine à deux familles nucléaires. Mon cousin jouait avec lui quand ses parents étaient à l'école, vice-versa. Ses parents s'occupaient de moi quand mes parents n'étaient pas là.
Donc, j'ai grandi un peu dans cette mentalité-là. Et par la suite, quand eux, ils ont pu avoir leur propre maison, notre grande-tante est venue dans notre sous-sol. Et puis, ma grande-tante, elle parlait juste vietnamien. Et c'est à travers elle que j'ai appris la culture vietnamienne, parce qu'avec mes parents, on parlait juste français chez nous. Et elle me faisait la bouffe vietnamienne aussi. Elle m'apprenait à cuisiner la bouffe vietnamienne. Puis quand je tombais malade, elle faisait du cao jar, qui est comme une pratique médicinale vietnamienne où tu grattes le dos de la personne avec un 25 sous, là, avec du Tiger Balm. Mais c'est vraiment magnifique, là, c'est vraiment un miracle. Là. Quand chaque fois que je tombe malade chez nous, tout seul, puis je suis comme personne, aucun de mes amis blancs savent le faire. En tout cas, bref, j'ai appris beaucoup à travers ces échanges-là, intergénérationnels. Puis il y avait aussi beaucoup de flexibilité dans notre économie interne, en quelque sorte. Donc, à l'âge de 20 ans, quand je suis parti de chez mes parents, j'ai déménagé en Australie. Puis j'ai recherché inconsciemment ce mode de vie-là. J'ai habité dans un hangar d'artistes au bord de la plage. On avait un autobus qu'on avait emménagé en tant que salle de spectacle. On allait autour faire des tournées. Et puis, ces artistes-là avaient 50 ans et plus. Et je me souviens, j'étais là pour en échange étudiant. Puis je revenais chez nous en me disant, genre, j'apprends beaucoup plus en revenant chez moi, en parlant avec ces gens-là qui me racontent leur vie à grandir en Europe dans les années 60, à grandir dans des communes, que ce que j'apprenais à l'école dans des cahiers. Par la suite, quand je suis revenu à Montréal après 5 ans de voyage, je suis revenu à Montréal en cherchant encore ce mode de vie-là inconsciemment. Puis je suis tombé dans une commune d'artistes dans le plateau Montréal, au-dessus du théâtre de Gilles Latulippe. Et c'était vraiment super. On habitait dans un immense loft, là, aussi grand que cette église. Puis on faisait des spectacles chez nous, on cuisinait de la bouffe pour toute la rue. Fait qu'on avait notre schedule. Le mardi, on allait récupérer la bouffe chez Bachar. On allait récupérer la bouffe le mercredi à l'épicerie. On ramassait tous les invendus de la rue Mont-Royal. Et puis, on cuisinait. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, finalement, Gilles Latulippe est décédé. Son fils a revendu le bâtiment à pas cher. Nouveau propriétaire. Classique histoire dans le plateau Montréal. Il a flippé le logement. Il a crissé tout le monde dehors du jour au lendemain. Il a pris des gardiens de sécurité privés. Il a pris toutes nos affaires. Il les a jetées dehors. Et là, j'ai appris. C'est là où j'ai eu un éveil. C'est le toit qui me tombait sur la tête. J'ai compris que j'avais appelé la police, puis j'ai dit, ben mon Dieu, toutes nos affaires sont dehors, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut faire quelque chose, vous pouvez faire quelque chose? Les policiers nous ont regardés, ils ont dit, je suis désolé, c'est civil, c'est pas criminel, fait qu'on peut rien faire. Le tribunal du logement était en congé, c'était en août, fin juillet, août. On pouvait appeler personne, on n'avait aucun recours. Aller en cours, ça a pris finalement 2 ans pour aller en cours. Fait que finalement, on n'avait aucun recours pour revenir à notre endroit. Fait que j'ai compris que même si c'est illégal de jeter les gens dans la rue ou c'est immoral, c'est faisable dans nos lois présentement. Il y a plein de mécanismes différents. J'entends des histoires où il y a des propriétaires qui dévissent les portes de leurs locataires pour les intimider. Puis quand tu appelles quelqu'un pour de l'aide, bien, ils les revissent, puis là, ils les dévissent encore. En tout cas, des affaires comme ça à Montréal, c'est vraiment c'est endémique. Fait que là, suite à ça, j'ai cofondé une coopérative d'habitation qui est en construction dans le Vieux-Port de Montréal, sur le bord de la Chine. Vraiment immense, vraiment superbe, beau projet, 40 unités de logement. Mais après avoir travaillé avec la GRT qui nous accompagne, j'ai compris que les coops d'habitation ont leurs propres problèmes. Je me suis aussi impliqué dans le quartier du Milton Park. Il y a beaucoup de coopératives d'habitation. Et j'ai compris comment les coops d'habitation fonctionnaient et tout l'écosystème. Puis il y a vraiment des affaires qui fonctionnent très mal. Et en réaction à ça, j'ai cofondé Village Urbain, dont la photo on voit en arrière. Et Village Urbain est une OBNL qui développe du cohabitat. Et on voulait donc résoudre beaucoup de problèmes systémiques du logement à Montréal. On a acheté un terrain récemment à la Chine, dans le quartier de la Chine, qui est différent de l'autre projet. C'est ça. Puis là, on est en construction. Ça va être construit dans 2 ans aussi.
Mais ce qui est tragique, c'est que il y a une nouvelle loi bientôt qui va possiblement passer, que les gens qui font un certain revenu ne pourront pas habiter dans des coops d'habitation. Fait que là, possiblement, je fais trop de revenus. Mais je ne fais pas assez de revenus non plus pour acheter dans le projet que je suis en train de construire dans la Chine. Fait que je ne peux même pas habiter dans aucun des 2 projets que je suis en train de développer pour la société québécoise. Donc, je suis encore en location. Je suis un locataire perpétuel, prisonnier de mes conditions économiques. Et je suis professeur à temps plein au cégep. Okay? Fait que là, j'habite à 5 personnes dans le quartier LGBT, le village LGBTQ à Montréal. Et souvent, ce quartier-là, c'est un quartier où on retrouve plein de gens qui ont été rejetés par leur famille, qui sont dû s'exoder dans ces quartiers-là. J'habite avec 4 autres personnes queer. Et notre seule famille, c'est la famille choisie qu'on a trouvée dans ce quartier-là. Right. Puis, présentement, le bâtiment dans lequel on vit, ben, le propriétaire, c'est un investisseur qui habite en Chine, qui veut nous évincer. Donc, ce mardi-là, dans 4 jours, là, on rencontre l'avocat pour qu'il nous paye pour partir. Mais là, bon, on va se battre. Ouais, toute une saga, right? Mais c'est pas. Je vous raconte toute cette histoire-là pour que, de un, vous puissiez vous projeter, puis peut-être, si vous ne vous projetez pas vous-même, projetez vos enfants, parce que c'est juste une question de temps que ça arrive à plus grande échelle. T'sais, on est 60% de locataires au Québec, puis ce nombre-là continue à grandir, puis on devient de plus en plus vulnérable. Mais voilà, fait que la fin de l'histoire. Il y a une fin à l'histoire, puis elle est quand même heureuse. Mais je ne sais pas si elle est heureuse ou pas. Mais hier, j'ai fait une offre d'achat pour un condo, le condo le plus petit, je pense, du Canada, à 180 pieds carrés, donc 16 mètres carrés. C'est la seule chose que je peux m'offrir. Mais, donc, il n'y a pas de frigo. Je ne peux pas mettre de frigo. Puis, il n'y a pas de four non plus. Mais je vais essayer de réussir à faire avec ça. Ouais, voilà. Mais je suis content. Je peux m'échapper de... Ça, c'est la fin heureuse? C'est la fin heureuse, malheureuse. C'est le projet Village urbain? Village urbain, c'est un beau projet. C'est un vrai beau projet, mais que je ne vais jamais pouvoir goûter, malheureusement. Bien, merci beaucoup. En fait, je pense que ça met bien la table sur cette crise du logement-là qui est double, hein, si on veut, parce qu'on en a un peu parlé. Il y a un enjeu de disponibilité, carrément, de logement. Puis je pense que dans certains milieux, vous le vivez, vraiment une disponibilité qui est défaillante. Puis il y a aussi un enjeu d'abordabilité. Donc, dans certains cas, il y a du logement disponible, mais il n'est pas abordable. Donc, les gens ne peuvent pas se le payer en fonction de leurs moyens. Moi, j'aimerais ça vous entendre comment on arrive à concilier ces 2 réalités-là. Donc, de faire en sorte qu'on développe suffisamment de logements, mais surtout suffisamment de logements que les gens peuvent se permettre. Ouais. Bien, en fait, d'abord, les solutions sont multiples. Ce n'est pas une solution. Ça, c'est la première des choses. Parce que souvent, on disait il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas assez d'offres, augmentons l'offre. Là, on disait tantôt, puis vous en parlez dans le colloque ici, là, il y a un enjeu écologique qu'il faut rajouter à ça. Fait qu'on ne peut pas juste construire pour construire. Je visitais une municipalité, je ne la nommerai pas, là, mais ils ont tout développé, ils ont laissé le privé développer tout un quartier avec beaucoup d'escaliers dans les maisons. L'architecture est vraiment, là, c'est le festival d'escaliers, mais c'est une population là qui est très vieillissante. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans quelques années? Fait qu'il y a comme un espèce de questionnement qu'il n'y avait pas avant, que le monde se disait, bien, de toute façon, je développe, puis il va y avoir du monde maintenant. Mais il faut commencer à penser, ce que je fais tantôt, est-ce que ça va vraiment répondre aux besoins de ce qui s'en vient ou on fait un sacré beau gaspillage écologique? Fait que ça, ces questionnements-là viennent. Mais tu sais, même si vous posez ça, ça ne veut pas dire que l'architecte ou l'ingénieur, il y en a que oui, là, ou l'entrepreneur ou les ingénieurs se posent ces questions-là. Moi, il y a 20 ans, ils ne se posaient absolument pas la question. Mais là, la pression a été forte dans les dernières années, fait qu'ils ont été suivis des formations, des cours, etc. Mais c'est comme si c'était une transition, là. OK, je sais maintenant comment être plus écologique dans ma construction. Je parle par exemple de l'entrepreneur, mais il faut qu'il le fasse aussi, puis il calcule. Fait que ça c'est l'enjeu plus de réalisation et environnementale. Je reviens au niveau de l'abordabilité. On a beaucoup de gens qui payent, normalement, il faudrait payer 25 à 30 de nos revenus. C'est ça notre base.
Actuellement, il y en a beaucoup qui payent 50 et même plus, et trop qui payent 80 de leur revenu. Imaginez, là. Ça veut dire que tu gagnes 1 000 par mois, il y en a 800 qui vont pour le loyer, il te reste 200 $. Fait à 200, là, malgré, à part quelques politiciens qui pensent qu'on peut vivre avec des grenades, puis ce n'est pas leur cas, là, c'est pas réaliste. Là, j'entendais encore à la radio avant-hier, là, les fruits ont augmenté de 13 certains aliments assez de base de 10 c'est énorme, là. On voit l'impact au quotidien. Donc, je reviens à l'accessibilité. On a effectivement à développer l'offre. Il faut la développer intelligemment. On sait qu'il y a un coût qui est de moins en moins important, mais pour être plus écologique, il y a un coût associé à ça. Mais après, pour ceux qui vont y habiter, ils vont sauver. Ma réalité, c'est que je me battais avec des élus, ou je me battais. On discutait, hein, je suis assez pacifique sur le fait qu'ils me disent, Guillaume, moi, je peux me rendre écologique la caserne de pompiers, la bibliothèque, puis l'hôtel de ville. Pourquoi? Parce que c'est moi qui s'en occupe dans 25 ans s'il y a un problème. C'est moi qui va gérer. Là. C'est ma géothermie qui va puiser la chaleur, ou si mon toit jardin, ou peu importe, là, il y a un problème, c'est moi qui... Mais le gouvernement me dit, ouais, Guillaume, là, il y a des technologies que vous proposez. Si dans 25 ans, on a un problème, c'est qui paye? Ça ne sera pas ceux qui sont en peu de moyens dans les logements. Qui paye cette facture-là? Comment on fait? C'est comme s'il fallait que les technologies soient prouvées sur 20-25 ans avant d'être, disons, homologuées. On a trouvé des moyens. Récemment encore, j'avais un ancien architecte dans mon équipe qui fait c'est le blog Perrier. Il s'appelle Yves Perrier, ça existe toujours. Puis dans le fond, il fouille les nouvelles technologies les plus intéressantes en Europe, au Canada, aux États-Unis pour voir qu'est-ce qu'on peut intégrer dans nos constructions. Ça va, là, je reviens vers l'écologique, là, je vais revenir vers l'abordable. Puis quand on augmente le nombre de logements, bien, c'est de le faire intelligemment. Puis là, bien, moi, bon, ça fait 25 ans, mais ça fait 50 ans qu'il existait un programme qui a changé de nom là, à peu près 10 fois là, au fil du temps. Il y avait un programme soit fédéral ou provincial qui permettait d'être financé, on appelle ça de l'aide à la pierre. Tu as une aide pour réaliser ton projet. Là, je suis dans le logement. Tout récemment, avec la crise, là, tout le monde a paniqué ou déjà travaillé sur des projets. Actuellement, j'ai 10 programmes différents maintenant là, pour les 5 prochaines années pour réaliser des projets. Puis là, je dis on a accès, vous et moi. Là. Mais 10 projets, contrairement à quand il y en avait 10 programmes, pardon, quand il y en avait un, c'était comme une table d'hôte. Tu avais l'entrée, le repas principal, le dessert, puis c'est-à-dire le financement avant, pendant, après. C'était tout attaché. Là, c'est un buffet. Ça, c'est une approche assez canadienne. C'est-à-dire, voici tout ce qui est possible. Tu peux aller en chercher, mais comme développeur, là, c'est qu'au lieu d'aller frapper une porte, là, j'en ai 10. Puis il faut que j'essaie de faire des amalgames puis des liens entre tout ça. Puis à un moment donné, on a dit, ça c'est du financement fédéral. Moi, le financement que je t'ai donné, il y a du financement fédéral aussi. Tu ne peux pas l'avoir 2 fois, tout. Après ça, tu ne peux pas dépasser 80 de subvention. Après ça, après ça. Fait que d'autant plus important que votre projet soit le plus défini, clair possible, que vous mettiez de la couleur dessus puis que vous alliez dire, ça c'est ce projet-là qui va le mieux répondre aux besoins, financez-moi. Fait que là, moi, dans ma job au quotidien, c'est des gens comme vous qui arrivent, qui disent, regarde, voici mon projet, comment on peut le réaliser, puis on l'accompagne dans ça. Mais je vais vous dire que là, nous-mêmes, on est en transition parce qu'avant, il y avait, comme je vous dis, un programme. Là, il y en a une dizaine possible. C'est énorme. Puis l'autre chose, c'est qu'avant, il y avait coop au BNL. Là, maintenant, il y a plein d'autres possibilités qui voient le jour. Là. Vivacité, Fiducie, Cohabitat, etc. Plein d'éléments, d'idées super intéressantes. Mais avant, le monde se disait, je fais-tu privé, coop ou au BNL? Là, maintenant, OK, j'ai presque une dizaine d'options possibles pour notre projet. Wow! C'est trippant, mais ça complexifie la patente. Donc, d'autant plus important que vous sachiez, c'est quoi notre fil conducteur, puis qu'est-ce qu'on veut. Après ça, on verra quelle est soit la formule et le financement qui est le plus adapté. Puis ça, plus on est des développeurs, plus on va pouvoir répondre à la crise actuelle. C'est intéressant, puis on en a un peu touché un mot. Puis Nicolas, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que c'est un peu ce que vous faites avec l'abri, mais cette question-là de concilier abordabilité et un développement écologique qui est pérenne, qui est écologique, comment on arrive à faire ça? Parce que après ma barre, on peut avoir l'impression que c'est un peu opposé, si on veut. Oui, bien, difficilement. Mais non, je pense que ce qui est important, c'est il faut que la barre soit haute. Il faut que les aspirations, quand on aborde ces projets-là, justement, soient le plus haut, parce qu'après, on part juste en faisant des compromis.
Puis si on n'a pas les plus hautes aspirations, si on ne vise pas les plus hauts standards, on ne va pas y arriver. Après, je pense que justement, il faut le but un peu aussi, puisqu'on parle de répondre à la bonne demande aussi, que ces projets-là, est-ce que vraiment les gens peuvent y vivre? Est-ce qu'ils sont réellement accessibles? C'est le défi. Mais on doit aussi, je pense que si on parle d'abordabilité, si on parle d'écologie, si on parle d'innovation aussi, je pense que toutes ces choses-là vont ensemble. Puis pérennité, c'est probablement peut-être le mot qui le résume le mieux. On a besoin de projets pérennes, on a besoin de visions à long terme, puis on peut difficilement continuer à ce que ce secteur-là soit mené par peut-être des réponses court-termistes. Donc, il faut vraiment oser, puis il faut faire le travail, puis idéalement, je pense, arriver à faire des projets qui vont démontrer, par exemple, en fait, que c'est possible. Je n'ai pas encore la solution, mais j'espère qu'on va l'avoir, puis j'espère aussi que ces solutions-là vont être collectives, vont être partagées, puis on parle d'intelligence collective, tu sais, quand on a fait mon souhait, en fait, ce serait peut-être ça, j'espère qu'on va y arriver, puis j'espère qu'on va y arriver un peu comme l'aventure que j'ai parlé au tout début de la maison passive, c'est un gros défi. Puis c'est un gros défi aussi de faire une maison passive, mais qui avait quand même aussi une aspiration esthétique, architecturale qui était élevée. Puis quand même aussi, en fait, au final, oui, c'est pas une maison abordable, mais le budget au pied carré, par exemple, qu'on parle, était pas différent, même probablement plus bas que ce qu'on regarde souvent juste dans les belles maisons architecturales et non écologiques. Donc, on est quand même capable de concilier les deux. Il faut faire les sacrifices aux bons endroits, il faut pour prendre les bonnes décisions, et ça prend du travail, et ça prend du temps. Mais justement, qu'on a réussi à faire ce projet-là, on s'est associé avec Écohabitation, qui est un peu comme le site Perrier, qui diffuse finalement les meilleures pratiques en construction au Québec, pour faire une web-série, pour documenter le chantier, pour justement montrer comment on a fait. Puis donc, je pense que les projets dont on discute aujourd'hui, il faut les diffuser, il faut les montrer, puis il faut qu'on en parle. Tout à fait, effectivement. Puis je pense qu'il y a tellement une multitude de beaux projets qui naissent, puis qui naissent aussi, je pense, d'une volonté des milieux. Par rapport à ça, puis hier, je sais qu'il y en a été question de participation citoyenne puis d'impliquer la population. Comment on arrive justement à impliquer la population dans des projets comme ça? On a parlé de Cohabitat, puis avec Village urbain, vous l'avez à cœur. Comment on arrive à faire ça, d'impliquer la population, par exemple, dans des projets comme ça, pour qu'ensuite, ça soit porté par eux aussi et qu'ils y adhèrent? Je peux-tu parler peut-être de l'abordabilité avant de sauter dans le prochain thème? Parce que, en fait, à Village urbain, on veut que ce soit abordable, mais c'est pas abordable pour moi. Mais donc, l'abordabilité à Montréal, la définition, c'est 95% du prix médian. Fait que même à ça, nos condos à vendre sont à 450 000, genre. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est développer différents mécanismes. Puis là, ça peut peut-être donner des pistes de solutions. Okay? Donc, on veut répondre à l'accès à la propriété en ayant en vendant des obligations communautaires. Donc, les gens de la communauté vont pouvoir faire donc des prêts à faible taux de rendement. Donc, ça va nous permet d'avoir du capital pour aider à l'accessibilité des résidents. Une autre chose aussi, c'est qu'on veut avoir une fiducie foncière, transformer notre terrain en fiducie foncière. Donc, ce sera impossible pour les gens de revendre leur logement une fois acheté à un prix du marché. Fait que leur prix va être indexé à genre l'inflation. Fait que les gens qui achètent là, ils achètent là pour y habiter. Ils achètent ça pour y vivre et pas pour louer à personne d'autre. Tu ne peux pas louer à personne d'autre. Donc, les investisseurs étrangers n'ont aucun intérêt à venir là non plus. Donc, peut-être que ce n'est pas aussi abordable maintenant, mais dans 10 ans, ça va être le logement le plus abordable sur toute l'île de Montréal. C'est garanti. Donc, aussi, ce qu'on veut faire, c'est avoir quelques unités de logement qui sont à louer pour les gens qui sont incapables d'économiser de l'argent pour avoir un down payment. Donc, Village urbain va rester propriétaire de ces logements-là, puis on va pouvoir garder ce capital-là pour construire d'autres projets aussi. Fait on a plein de mécanismes comme ça qui vont nous permettre d'assurer l'abordabilité sur le long terme et aussi sur le court terme. C'est des petites stratégies différentes. Mais c'est ça. Une autre chose aussi
qu'on veut faire, et là, ça va répondre à la prochaine question, c'est qu'on ne veut pas juste... Au Québec, on voit le logement en une philosophie de vraiment gauche-droite, où on a du logement pour les pauvres, du logement social où on met tous les pauvres ensemble, ou du logement privatif, où le rêve, c'est que ton demande devienne propriétaire, puis entre-temps, tu as des locataires qui font leur choix, genre. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est du logement qui est un milieu de vie. Et ça, on ne parle jamais de logement en tant que milieu de vie. On parle souvent de logement en tant qu'un toit, genre. Puis là, je reviens à mon histoire que je racontais au début, qui était d'avoir... Tu sais, on était plusieurs familles dans le même logement quand j'ai grandi avec mes oncles et mes tantes. Et il faut revoir le logement comme étant pas seulement un bâtiment pour la famille nucléaire, mais un logement comme un écosystème vivant d'interaction. Donc, à Village Urbain, c'est ce qu'on veut faire, c'est du logement qui est construit en pensant à comment la communauté va grandir dans ce logement-là, mais aussi comment cette communauté-là va pouvoir intégrer économiquement avec le neighborhood, pardon, le quartier, le voisinage, voilà. Donc, comment faire ça? C'est en designant des espaces qui peuvent être utilisés aussi par le quartier. Donc, si on revient à l'image précédente, celle-là, voilà, on voit ici que sur le rez-de-chaussée, tu as tous les espaces communs des bâtiments. Tu as 4 bâtiments ici pour 40 unités de logement. Tu as comme, entre les bâtiments, tu as une coulée verte qu'on appelle, genre une petite ruelle verte, pas officiellement une ruelle de la ville, mais une ruelle verte en nos bâtiments, qui est accessible à tous, c'est privé et public, genre. Puis, les salles communes sont le long de cette coulée verte. Donc, on a un espace cuisine commune, on a un espace pour les enfants pour jouer, un espace pour les personnes aînées pour socialiser, et un atelier aussi d'outils pour réparer les vélos et tout ça. Et là, ça peut devenir intéressant si ces espaces-là sont aussi des espaces où l'économie locale peut interagir. C'est là où l'interaction peut se passer puis avoir des infrastructures plus fortes. Voilà. Merci. Je vois le temps qui file, puis on a une deuxième discussion qui va s'en venir. Je vais vous proposer qu'on garde la période de questions à la fin des 2 panels, parce qu'il y a peut-être des questions aussi qui vont être répondues par le deuxième panel. Donc, gardez vos questions en tête. On l'a quand même avec nous. Moi, j'aimerais ça vous entendre tous les 3 en concluant, parce que vous avez toutes des initiatives qui sont super intéressantes. J'imagine qu'il y a des facteurs de succès aussi. Puis on a dans la salle des porteurs de projets qui sont à la recherche de facteurs de succès, donc de conseils. Donc rapidement, à tour de rôle, si vous pouviez identifier un facteur de succès justement dans les différents projets que vous avez développés. Bien, je peux y aller. Dans le fond, ça prend un groupe. On parlait du milieu de vie. Là. Pour nous, c'est sûr, les coops d'habitation, malgré les défis, c'est un milieu de vie dans lequel les gens ont un pouvoir d'agir. Là. Donc, de ne pas sous-estimer la formation, le travail d'appropriation de comment gérer l'immobilier, comment gérer les finances, mais aussi comment gérer le milieu de vie. Parce que souvent, on prêche théoriquement l'entraide, puis le monde va s'aider, ça va être beau, mais ça prend des artisans de l'entraide au début, mais aussi pendant. Puis ça c'est un art, puis il ne faut pas le sous-estimer. Souvent, c'est le dernier. Oh, ouais, le monde, ils vont s'entraider, puis ça va bien aller. Mais non, ça fait aussi partie de l'ingénierie humaine qu'il y a l'ingénierie immobilière ou financière. Là. Fait que ça, pour moi, c'est le bout à ne pas sous-estimer. Au niveau financier, d'avoir les bons partenaires. Quand je parlais des coops de propriétaires, on a fait une rencontre, entre autres sur les petites maisons, là, aussi dans le principe des grappes de maisons, là, Pocket Neighborhood. Donc, le projet du petit quartier qui s'en vient ici, au début, j'avais les banques qui étaient là, il y avait plein de monde, on était à peu près 120 de tout le Québec. Et les autres banques m'ont dit candidement, nous, on va laisser Desjardins le faire, puis après ça, on va copier. Je dis, wow, ça c'est candide, là, ça c'est clair. Ça fait donc plus de 5 ans qu'on travaille avec Desjardins, mais même dans Desjardins, il y en a qui sont pro l'innovation, puis d'autres qui sont plus conservateurs, comme dans n'importe quelle entreprise. Donc, c'est d'avoir les bonnes personnes. Je nomme entre autres la Caisse d'économie solidaire. À chaque fois que j'appelle, entre autres, André Fortin, puis j'ai dit « Hey, il y a un nouveau projet à Fredericksburg, là, ils sont super le fun. » Ah ouais, OK, puis là, ils embarquent. Mais ça fait toute une différence aussi dans le projet. Puis pour ce qui est de l'immobilier, bien, c'est la même chose. Tu as des entrepreneurs ou architectes qui n'ont pas l'ouverture d'aller sortir un peu des sentiers battus. Donc,
il faut être conscient que si tu prends ce professionnel-là qui a son expertise, mais qui ne veut pas sortir de sa voie habituelle, ben il faut vivre avec ce bout-là. Fait que sinon, il y en existe d'autres qui peuvent sortir de la boîte. Merci. Nicolas, de ton côté? Oui, je dirais que c'est pas. J'aurais pas une réponse unique. Je pense que je disais au début, je pense que chaque projet est quand même très particulier dans son contexte. Donc, ça demande du travail, ça demande que la commande soit bonne aussi, je pense. Pour revenir à ce que j'ai au début, on veut combler un volume, mais on veut construire la bonne chose. Puis si on parle d'écologie, justement aussi, ça serait un désastre si les 100 000 unités qu'on construit juste pour remplir, pour répondre à une crise, nuit à une autre crise. Donc, il faut que l'écologie, la pérennité et la durabilité fassent partie de la solution. On doit réussir à les concilier. Puis je pense que justement, moi, je vais, en fait, pour peut-être un peu dans la petite histoire aussi, le premier livre d'architecture que j'ai lu de ma vie s'appelait la responsabilité de l'architecte de Renzo Piano, architecte italien mondialement connu. Je pense qu'on doit réfléchir à notre responsabilité collective au niveau des porteurs de projets, au niveau des individus, au niveau des professionnels. On peut pas rater, en fait. On n'a plus la marge pour reproduire les mêmes échecs du passé. Puis je pense que ce que je trouve intéressant, par exemple, quand tu entends parler, Pascal, de village urbain, c'est l'idée aussi de votre responsabilité à travers le temps. Puis je pense que on manque de modèles comme ça en Amérique du Nord parce que ça a toujours été historiquement, depuis le Far West, ça a été spéculatif, le développement du territoire. Puis par contre, un exemple qui est bon, qu'on aime, quand on parle de logement à l'âge, je pense qui revient assez souvent, c'est Vienne. Il y a une responsabilité, on parle d'un exemple qui a presque un siècle, où est-ce qu'on maintient aussi ce patrimoine-là de logements abordables, qui est aussi dans tous les quartiers de la ville. On ne parle pas de ghettoisation, on ne parle pas de séparer justement les riches et les pauvres. On parle d'une réelle intégration, puis donc mixité. Oui, une part de décroissance, mais je ne pense pas que les gens... Il ne faut pas que l'abordabilité veuille dire un 180 pieds carrés, idéalement. Donc, je pense, encore une fois, qu'il faut se permettre de rêver puis de repousser les limites. Merci. Merci beaucoup. Pascal, de ton côté? J'ai oublié la question, il faut que je répète. En fait, c'est de voir un peu les facteurs de succès pour Village Urbain, un conseil que vous pourriez donner. Les gens, c'est le facteur de succès. Nous, c'était juste un rêve. Encore une fois, je n'ai pas rapport dans l'immobilier. Puis là, il y a un projet à plusieurs millions de dollars, là, à 40 millions de dollars là, qui se construit. Mais pour dire que j'avais un rêve, je l'ai eu avec une autre amie, on en parlait à des gens, les autres croyaient au même rêve. Le terrain était fertile. Et le terrain était fertile parce qu'il y avait du monde qui avait travaillé pour créer cette économie sociale-là et cette infrastructure sociale-là pour ce que c'est devenu aujourd'hui. Fait qu'avec toute cette infrastructure-là, quand on en a parlé, les gens ont embarqué aussi immédiatement avec engouement. Puis là, on n'a même pas besoin de faire du marketing pour vendre notre projet. Il y a une liste d'attente déjà pour que les gens... Il faudra sélectionner les gens vraiment de manière... ça va être difficile, en fait, de sélectionner les gens pour notre logement. Fait que notre facteur de succès, c'est avoir des bonnes valeurs, les valeurs aux bonnes places et avoir des valeurs humaines et être true to yourself, tu sais, dans le sens que les gens veulent habiter, dans le fin fond du monde, le monde veut avoir un logement pour eux, veulent vivre dans une communauté, veulent avoir une sécurité, veulent pas être délogés, tu sais. Fait que bon, c'est ça. Merci beaucoup à vous trois. Je pense que ça a été très intéressant. On en aurait pris plus, assurément, mais vous ne resterez pas loin de toute façon parce que pour la période de questions, comme je vous dis, on va faire appel à vous, probablement. Puis si vous avez des questions en cours de journée, j'imagine que vous êtes disponible. En tout cas, je viens de vous rendre disponible là, pour les besoins de la cause. Merci beaucoup, encore une fois. Donc, on peut leur donner une belle main d'applaudissement. Merci. Et on va poursuivre avec notre second panel, petit panel dans ce cas-ci, composé de Francis Gendron de Solutions ERA, donc cofondateur de Solutions ERA qui va se joindre à nous, et de Nicolas Cloutier, qui est directeur aux affaires immobilières et au développement pour le projet Témis et le groupe Finstar. Donc, thématique complémentaire, bien évidemment, on l'a un peu soulevé par moment, mais toute la question de l'innovation. Donc, comment l'innovation peut-elle favoriser l'accès au logement au Québec? Oui, tu peux prendre place. Donc, il nous manque simplement Francis Gendron. Oui, bien oui, viens-t'en. Donc, voilà, je vous laisse vous installer.
Merci. Merci à vous deux. Oui, oui, il n'y a pas de... Je suis un peu loin, mais c'est correct. Pas de souci, c'est bien correct. Donc, bonjour à vous deux. On Donc, m'entend bien? Oui, vous Bonjour. avez assisté Allô, allô. à la première partie de cette discussion sur le logement. Donc, on va poursuivre Oui. sur la partie innovation. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous inviter à vous présenter justement l'initiative que vous avez développée qui se veut innovante justement pour faire face à cette crise du logement. Donc, on va y aller dans l'autre ordre, c'est ça, exactement. OK, parfait, super. Donc, le projet dont je vais parler, c'est les oasis. En fait, c'est un concept sur lequel on travaille et que j'expérimente moi personnellement depuis quelques années. La photo qu'on voit derrière, c'est une version ultime du truc, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'être encouragé et subventionné pour non seulement créer un oasis, mais d'aller jusqu'à un plus haut niveau, c'est-à-dire l'ultime bâtiment du futur, qu'on pourrait dire. Donc, net zéro. Il est seulement fait avec des matériaux le plus naturel et écologique possible, qui viennent du Québec, qui est net zéro, c'est-à-dire qui produit plus d'énergie qu'il en consomme, et tout ça. Donc, il y a plusieurs éléments intéressants là-dedans. Mais le concept des oasis lui-même, c'est l'idée de challenger un petit peu l'idée de la maison unifamiliale. Donc, c'est-à-dire que l'innovation, oui, on mélange, tu sais, nous, si vous connaissez Solutionnera, on a un intérêt grand pour les maisons saines, écologiques et autonomes, ou plutôt résilientes, serait le bon terme, résilientes et autonomes. Mais on voulait mélanger ça avec l'idée que ce soit plus abordable et plus adapté au siècle qui s'en vient, c'est-à-dire à la nouvelle réalité du monde actuel. Puis une des réalités qu'on veut challenger avec ça, c'est que je crois que le concept de la maison unifamiliale était extrêmement approprié pour les 10 000 dernières années, parce que historiquement, une famille, c'était 6, 8, 10, 12, 14 personnes. Mon père, d'un côté, sont 12 enfants, ma mère, de l'autre bord, sont 13 enfants. Donc, ça valait la peine d'avoir une maison pour autant de monde. Hein? Je pense qu'ils méritaient leur maison unifamiliale. Okay? Sauf que là, maintenant, si on regarde statistiquement, il y a énormément de familles que c'est une personne, sinon c'est un couple, sinon c'est un couple avec un enfant, puis des fois, quand tu as une grosse famille, tu as 2 enfants, puis après ça, c'est une minorité. Plus de 2 enfants, c'est vraiment maintenant, c'est une minorité. Et c'est seulement une partie de la vie aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens, c'est-à-dire que historiquement, encore une fois, souvent, tu partais de la maison de tes parents pour avoir des enfants. C'est-à-dire, il n'y avait pas un gros délai entre le moment où tu étais l'enfant et tu étais le parent. Tandis que maintenant, souvent, les gens partent de la maison, vivent une vie complète de 10 ou 15 ans avant d'avoir des enfants. Et lorsque les enfants partent, il y a une autre vie complète qui les attend, où est-ce qu'ils vont être soit seuls ou en couple. Et donc, il y a énormément de gens qui vivent seuls. Et là, je challenge l'idée que dans les villes, il y a moins ce problème-là, mais dans les régions, qui en superficie, en territoire, c'est 90 % du Québec, tout ce qu'on a le droit de construire, c'est des maisons unifamiliales. Et nous, on ne voulait pas changer les lois puis se battre contre les municipalités. Puis ça, on voulait s'aligner avec ça, mais on a dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une maison unifamiliale? Bien, une maison unifamiliale, c'est une cuisine, une adresse puis une entrée d'hydroélectricité. Une cuisine, une adresse puis une entrée d'électricité. Fait que notre idée derrière ça, qu'on teste depuis quelques années, c'est est-ce qu'on pourrait vivre plusieurs personnes à l'intérieur d'une maison unifamiliale, comme du co-living, mais vraiment d'étudier le co-living pour le rendre que ce ne soit pas une source de dernier recours. Jusqu'à présent, les colocs, c'est souvent genre « bon, j'ai pas assez d'argent, je vais avoir des colocs ». Tandis que nous, on voulait que ce soit l'idée comme « yes, je suis tellement heureux, j'ai des colocs okay? ». Ça l'ajoute à ma vie. C'est-à-dire que maintenant, présentement dans ma vie, je n'aurais pas besoin d'avoir des colocs. Je suis rendu à une place où je pourrais me payer ma propre espace. Mais je suis trop heureux d'avoir des colocs chez nous parce qu'on a étudié ça puis on a essayé de trouver comment le design de la maison peut avoir tous les avantages du vivre ensemble et enlever tous les inconvénients. Alors, c'est un peu là-dessus qu'on a travaillé. Puis, moi, j'ai la chance de vivre dans un oasis comme ça depuis plusieurs années maintenant. Et on en construit maintenant pour que d'autres personnes puissent le tester. Donc, on en a construit un qui est fonctionnel maintenant à Sutton, qui permet aux gens de venir l'essayer pour 1 mois ou plus. Donc, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et celui-là que vous voyez derrière, il est en construction présentement. Et en fait, il va en avoir 4 pavillons, qui est un partenariat avec le Spa Eastman, qui d'ailleurs, je veux juste nommer, qui ont gagné 2 prix cette année, le Spa Eastman. Peu de gens savent jusqu'à quel point c'est reconnu internationalement, mais ils ont gagné le prix du meilleur spa de destination au Canada pour une 2e année de suite. Et la meilleure destination culinaire santé au monde.
donc c'est pas rien quand même. Et donc, c'est nos partenaires pour construire ça. Donc ça va être en location court terme. Les gens vont pouvoir l'expérimenter, faire une retraite ou des choses comme ça dans ce bâtiment-là. Merci beaucoup. Nicolas, de ton côté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Dans le fond, je vais me présenter un peu. Je suis entrepreneur en immobilier depuis 2009. Puis à travers mes projets, mes expériences, mes rencontres, mes partages, ce qui est devenu clair avec le temps, c'est que je voulais faire de l'immobilier structurant, des projets immobiliers à impact. En fait, c'est de voir les projets immobiliers comme un levier économique puissant qui permet de faire du bien. Dans le fond, comment on peut arriver à c'est énormément de décisions, c'est gros un projet immobilier par nature, c'est structurant parce que c'est la durée de vie, puis ça a un impact direct sur la vie des gens, puis dire comment à chaque décision on peut se donner, on se donne la chance de regarder ce qui pourrait être fait mieux, différemment, toujours dans le but d'avoir de l'impact positif. Fait que là, c'est fait que ça prenne une forme. C'était un peu flou, mais je m'enlignais par là. Fait que là, en 2020, longue histoire courte, là, ça a pris une forme plus concrète. Je me suis mis à travailler. J'ai créé une vision forte qui s'appelle Thémis. Thémis, c'est vraiment des projets immobiliers qui veulent, qui justement, là, dans le fond, le bien qu'il allait faire, là, dans le fond, le problème auquel il voulait s'attaquer par son modèle d'affaires. Intrinsèquement, dans son modèle, voulait, dans chaque projet, créer un des beaux projets dans des endroits stratégiques, donc vraiment pas aller dans l'étalement urbain, là, donc ça se positionner dans un endroit où tout le monde a accès aux commodités, il y a du transport actif, collectif, tout ça. Puis d'amener dans chaque projet du logement abordable. C'est vraiment ça pour Thémis, ça s'attaquait à ce besoin-là. Puis dans le fond, c'est ça, notre approche, c'était vraiment de mettre l'expertise que j'avais développée dans le privé, en développement immobilier, à profit pour créer des beaux projets le plus éco-responsable possible, le plus pertinent et cohérent dans l'environnement où ils s'implantent, avec du logement abordable. Dans le fond, la deuxième prémisse était de collaborer en amont avec tous les parties prenantes, donc les municipalités, paliers gouvernementaux, les professionnels, les organismes locaux, les citoyens, pour arriver avec des projets qui sont cohérents et pertinents. Puis le troisième point, non le moindre, parce que c'est ce qui différencie peut-être cette démarche-là, c'était vraiment de le bâtir ça en Inc., là, si on veut, en projet privé, pour prouver en fait que en ayant dans ton modèle d'affaires à la base intrinsèquement cette volonté-là de faire du bien, bien que ça se fait. Puis de deux, donc de réussir à faire un modèle économique rentable et profitable qui permet ultimement de multiplier l'impact. Puis je pense que on se retrouve là aussi. J'imagine, si tu arrives à être autonome puis à avoir un profit, mais ultimement, c'est notre approche à nous, parce que comme on dit, les solutions s'additionnent, c'était de pouvoir dire, bien, si c'est profitable, il va en avoir 2, 3, on va pouvoir accélérer. Le premier, c'est le plus difficile. Après ça, l'impact peut être plus gros puis il peut être exponentiel. Fait que c'est pas mal ça. Là, on peut voir nos piliers qui sont là. Sinon, bien, concrètement, le premier projet en ce moment est à Sainte-Agathe-des-Monts. On a trouvé, là, justement, quand je parlais de nos critères, on a trouvé une municipalité motivée. On pourra en reparler de tout ça, mais je pense qu'une des clés, c'est la volonté. Là, il y a beaucoup de barrières réglementaires, souvent, quand on a des projets. Fait que pour moi, la base, c'était de trouver une municipalité qui avait une vision de développement, qui avait la volonté de travailler avec nous. Moi, j'ai partagé ma vision parce qu'elle était quand même écrite, documentée. Je pouvais la partager. Les autres, ils sont embarqués. Puis là, ultimement, c'est des projets de longue haleine. Là, on peut voir, on parle quand même de à peu près comme 192 logements. On a mis la main sur un secteur boisé. On a travaillé avec la ville pour faire du changement réglementaire pour concentrer la densité proche des infrastructures existantes. Quand même, ça se qualifie comme un prolongement de réseau. Fait que ça met des embûches, ministère de l'Environnement, délais, tout ça. Mais là, on travaille, là, on parle de... Le but, c'est de concentrer le développement, garder le plus de terres boisées pour la qualité de vie et le bien-être de tout le monde, faire un beau projet. Puis j'ai mis une photo aussi d'architecture. On travaille avec, dès le départ aussi avec Nicolas Lapierre de chez Labrie, entre autres, mais de mettre toujours tout le monde autour de la table pour réfléchir tant dans l'implantation que dans chaque coup de crayon de l'architecture, l'impact que ça va avoir sur les coûts du projet avec un constructeur, puis avoir une idée aussi de l'impact sur les coûts directs pour arriver avec un projet où on peut contrôler le mieux possible les coûts, qui ultimement, dans un modèle qu'on veut rentable, met moins de pression sur les loyers, te permet est au service de la mission d'être capable d'avoir le plus de logements abordables en gardant l'équilibre financier.
Puis, ben, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Les deux, vous avez en fait abordé un peu la question du travail avec les municipalités. Donc, on ne s'en sort pas, bien évidemment. Puis, je sais que parmi la salle, il y a des gens qui travaillent à l'échelle de municipalités ou de MRC. Comment on amène justement ce palier municipal ou MRC à adopter des solutions qui sont innovantes en matière d'immobilier, à vraiment arriver à sortir des sentiers battus? Mais tu vois, moi, je pense que je l'ai fait de l'autre sens, parce que j'ai eu plusieurs projets où on a eu des idées, des visions, on a rallié comme tous les organismes. Là, on avait une offre d'achat, en tout cas, c'est une autre histoire, mais on avait une offre d'achat sur un monastère de frères à Lennoxville, puis on voulait faire un living lab avec genre de l'agriculture, puis les partenaires avec les universités de Sherbrooke, tout ça. On a rallié, on a rencontré Guillaume, pour les coops, une coop d'aînés, on voulait vraiment faire un projet fou, puis ultimement, la barrière, une des barrières, je pense que les projets les plus résilients, les plus adaptés au futur sont faits zéro avec le cadre réglementaire qui date de, je sais pas, de l'âge de bronze, là. Fait que souvent, c'est une embûche, puis c'est pas une mince embûche, là, dans le sens que soit que tu perds ta vie, tes cheveux, puis ils vont t'enterrer, puis dire il croyait en son projet, son beau projet, ou, ben là, c'est ça, à un moment donné, j'étais comme, ouf, là, ça fait une couple de projets qui meurent, parce que là, tu arrives, là, tu vois que ça va prendre des années, fait que là, tu vas revoir les vendeurs, est-ce qu'on peut avoir des délais, puis là, non. Fait que là, tout ça tombe. Fait que là, finalement, moi, j'ai bâti ma vision, mais je l'ai partagée à des municipalités, à des territoires. Puis c'est là qu'une fois que j'ai vu qu'il y avait une réception, que je me suis mis à chercher des terrains, en tout cas, fait que c'est comme, je l'ai mis à l'envers. Ceci dit, je pense que c'est ça. Je pense que si les municipalités sont déjà ici, les MRC, ben c'est parce qu'ils ont une ouverture. Je pense que, moi, il y avait une question qu'il fallait se préparer, c'est quoi les critères? Mon premier, c'était trouve la volonté. Il faut qu'il y ait la volonté, parce que si eux, ils veulent, c'est la première chose qu'il faut. Là. Sinon, ça peut être long. C'est ça. Merci. Moi, je dirais, moi aussi, je suis allé plus à l'envers. Le point qu'il a dit, donc identique, mais avant tout, nous, on a essayé de rentrer dans toutes les règles, en fait. C'est-à-dire, de base, c'est-à-dire, on a étudié toutes les règles qui sont les plus communes, parce que, chaque municipalité peut changer légèrement les règles et tout ça. Mais il y a des règles de base sur c'est quoi une maison unifamiliale, puis que dans presque tous les zonages, lorsque tu sors du cœur villageois ou des villes, c'est une maison unifamiliale ou une bigénérationnelle que tu as le droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Pourquoi? C'est quoi les limites de grandeur? On a essayé de comprendre sur la plus grande partie des municipalités ce sont quoi les règles de base et de rentrer à l'intérieur de ça pour ne pas être freiné et devoir attendre très, très longtemps avant de pouvoir faire naître un projet. Ce que j'espère, notre objectif, c'est je sais qu'il y a des préjugés autour du co-living, les communes de l'ancien temps, et ou les expériences de coloc du cégep qui avait toujours la vaisselle qui traînait puis qu'on saillissait en secret. Mais nous, notre objectif, c'était de justement démontrer exactement le contraire, que tu veux être là, puis que juste le design de la maison à lui tout seul peut enlever 95% des irritants. Puis ça, de notre expérience, c'est vraiment ça qu'on vit présentement. Donc, 95% des irritants sont enlevés instantanément. Et donc, on rentre à l'intérieur des règles actuelles. On cherche des municipalités, bien entendu, qui ont une certaine ouverture au cas où il y aurait des petits trucs à faire, puis qui sont motivés par nos projets parce que sinon, il y en a d'autres qui vont être motivés parce que, je veux dire, les gens aiment le fait que ça amène des gens plus jeunes, des gens qui peuvent apporter une économie. Tu sais, un endroit de co-living dans un village où est-ce que tout le monde travaille en télétravail et qu'il y a une bonne job qui est bien payée, mais qu'ils dépensent tout leur argent dans le village, puis que juste le concept, nous, c'est que chaque oasis a une cuisinière ou un cuisinier qui fait la bouffe pour tout le monde, bio, local et tout ça. Ben, on encourage les fermiers, on encourage... Fait que tout ça, c'est comme... Tu sais, à l'époque, pour partir un village, il fallait que tu aies une mine ou que tu allais avoir une scierie pour couper les arbres. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut que tu aies Internet haute vitesse. Fait que là, tu peux amener des gens qui font de l'argent sans exploiter la nature de la municipalité. Puis cet argent-là, il y a dépense dans la municipalité. Donc, mais pour attirer ça, il faut que tu aies quelque chose d'intéressant parce qu'une municipalité dévitalisée, ce n'est pas si intéressant pour une personne qui a une bonne job et tout ça. Mais si tu peux créer quelque chose qui fait que tu as le goût de venir, fait que je pense que les municipalités, il y en a plein. Et donc, nous, on s'aligne un peu avec ça, ouais. Mais en plus, en respectant les règles à la base, ce qu'on espère, c'est que ça va créer de l'intérêt. Ça va créer le fait qu'ils disent comme « Wow, c'est cool » et peut-être commencer à ouvrir des portes. Et lorsque les portes vont s'ouvrir, ben, on va pouvoir les prendre.
Fait que c'est de saisir les occasions, puis c'est ça, de travailler avec ceux qui ont le goût de travailler avec nous. Moi, je voulais aussi voir avec vous, tu sais, quand on entend innovation, on entend beaucoup de technologie, c'est sûr, mais innovation veut dire essayer des choses nouvelles. Comment on arrive à développer des solutions innovantes qui vont profiter à l'ensemble de la population? Parce que le souhait, c'est justement pas que ça reste entre les mains d'un petit groupe puis que on veut que ça percole. Comment on arrive à faire ça dans des projets comme les vôtres? Oui, c'est une bonne question. Tu sais, je pense que les étapes normales de l'innovation, c'est ça, c'est tester en laboratoire, tester sur des êtres vivants. Puis après ça, quand ça fonctionne, qu'on peut aller at large. Là. Fait que, tu sais, je pense que, puis, tu sais, je pense que Tesla, ça a été un exemple, là, si on veut se permettre d'aller là. Mais tu sais, pour que ça existe, puis si on fait une chose de bien, en tout cas qu'on peut dire, c'est qu'ils ont forcé tous les autres fabricants à aller par là. Mais grosso modo, il a fallu qu'ils créent un truc en petit volume hyper cher, que les gens adhèrent, qui prouvent sa technologie, puis là, qu'il y ait at large, puis que ça rebaisse les coûts. T'sais. Fait que je pense que c'est une approche, c'est dur de sortir de là, mais nous, dans le fond, avec mon approche avec Thémis, l'innovation, je pense, elle se prend dans de plein d'aspects différents, que ce soit par la forme, par la technologie. Est-ce que c'est la technologie qui va aider à avoir des logements abordables? Je pense pas, là, honnêtement. Je pense que c'est la multitude d'options. Puis en tout cas, moi, je suis peut-être pris avec le modèle économique, là, mais c'est aussi la quantité d'unités qui va apparaître sur le marché qui va aussi aider à rebaisser la pression sur les prix. Fait que je pense qu'il y a quand même ça. Fait que moi, c'est de là mon idée de juste, si on maintient un modèle rentable, on va pouvoir faire plus de projets, avoir plus d'impact, mais aussi plus de logements. Là. Fait que j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais j'ai parlé quand même. Je pense que ça compte. Mais moi, je peux juste faire du pouce sur le fait que je crois que Tesla est un exemple extraordinaire là-dessus. Et le fait est que quand tu veux apporter une nouvelle technologie, une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire, de l'apporter à la masse, au début, c'est impossible et très dangereux. Parce que si tout le monde a une nouvelle technologie, puis finalement, elle ne marche pas bien, ou une nouvelle manière de vivre, puis finalement, il y a plein de défauts dedans, puis de problèmes qu'on n'avait pas pensé, puis finalement, ça nous amène encore moins où est-ce qu'on veut aller, c'est un gros problème. Et il y a comme un fait économique et une normalité dans le fait où est-ce que quand Tesla a sorti son premier char, son objectif numéro 1, c'était pas qu'il soit pas cher, c'était qu'il défasse tous les préjugés. Les préjugés sur les voitures électriques, c'était c'est laid, ça va pas vite, c'est pas puissant, ça dure pas dans le temps, tout ça. Fait que là, ils ont fait un char plus beau, plus sexy, plus vite, plus tout que tous les autres chars, mais il coûtait 300 000 ou quelque chose comme ça. Okay? Donc, il coûtait très cher. Mais c'est justement, je crois, la responsabilité des gens qui ont un peu plus d'argent de potentiellement en perdre parce qu'ils prenaient un gros risque en achetant. Tu sais, quand tu achètes un char d'une compagnie qui en fait 100 par année, le pourcentage de chances que ça finisse bien n'est pas si grand que ça. Okay? On va dire les vraies choses. Tu es le cobaye. Tu es le cobaye. Mais justement, c'est les bonnes personnes. Ceux qui peuvent se payer un char à 300 000, c'est les bonnes personnes pour être les cobayes sur des trucs qu'on essaye. Donc, je crois que c'est normal économiquement, logiquement et dans tous les sens du terme qu'au début, une nouvelle chose soit un peu plus chère et que les gens qui peuvent se le permettre testent, fassent partie de l'expérience et que dès qu'on a des preuves de ce qui marche et qu'on voit comment on peut optimiser. Après ça, le deuxième niveau, c'est comment on fait pour rendre moins cher et plus accessible. Donc, eux, ils ont sorti le modèle S, le modèle X, S, 3. Et la seule raison pourquoi ils n'en sortent pas un moins cher, c'est parce que bientôt, ils vont se conduire toutes seules, les voitures, et donc, ça va être vraiment beaucoup moins cher pour tout le monde. Et donc, et nous, c'est un peu ça aussi. C'est que nous, ce qu'on se dit, c'est que là, pour l'instant, ce qu'on veut démontrer, c'est que le co-living peut être une aspiration et non pas un backup. Puis pour ça, il faut que ce soit vraiment nice. Il faut que tout soit beau. Puis en même temps, nous, ça nous permet d'innover puis créer les bâtiments les plus écologiques qu'on pourrait faire, qui ne seraient pas stratégiques. Tu sais, nous, dans nos cours, on parle souvent d'éco-abordabilité parce qu'il y a des choix qui sont éco-abordables, sont rentables et écologiques. Nous, on ne fait pas de l'éco-abordable avec ces projets-là. On fait du écologique, du futur incroyable, mais pas éco-abordable. Donc, c'est sûr que le prix est des premiers modèles et pas le plus intéressant, quoique l'Oasis Sutton, pour moi, est quand même très intéressant, mais on sait que ça va devenir de mieux en mieux. Mais là, on voulait mettre aucun sacrifice, défaire tous les préjugés, que ce soit une aspiration,
Après ça, apprendre de ça et de les rendre de plus en plus abordables, étape par étape, avec les différents défis. Il faut dire aussi que tous nos projets étaient considérablement plus abordables avant que la COVID arrive. C'est-à-dire que tous nos projets avaient un plan de match et un budget avant que la COVID arrive. Et ils ont tous monté de 20 à 35 % pendant la COVID. Et donc, sur des projets de millions de dollars, 30 %, c'est beaucoup d'argent. Et donc là, c'est sûr que ça a changé la réalité pour tout le monde, incluant ceux qui faisaient des projets innovants et même encore plus peut-être pour eux. Et en terminant, avant d'ouvrir la période de questions à tout le monde, on a un petit peu parlé, mais la question, puis je vais le nommer comme ça, mais d'acceptabilité ou de cohabitation aussi avec les communautés d'accueil, on va le dire comme ça. Comment on arrive justement, quand on parle d'innovation, on développe quelque chose de nouveau, comment on arrive à créer des milieux de vie qui vont aussi répondre aux besoins des populations déjà en place, des populations locales, pour s'assurer qu'il y ait une cohabitation qui soit harmonieuse? C'est quoi les facteurs clés pour qu'on y arrive? Prendre des cafés. C'est toujours bon, ça. Ouais. Rencontrer les gens, échanger, c'est sûr. Ça, c'est David qui m'a appris ça. Merci, David. Mais ça aussi, en fait, c'est une bonne question. Là, je pense que moi, depuis le départ, quand la volonté de parler aux différentes parties prenantes, c'est pour comprendre le besoin. C'est sûr qu'en ce moment, je n'avais pas besoin de rencontrer beaucoup de gens pour valider qu'il y avait un besoin de logement abordable. Right? On était comme assez au courant. C'est sûr qu'après ça, c'est de vraiment choisir l'endroit. C'est sûr que moi, j'ai une bonne réflexion sur effectivement la qualité de vie des gens dans le projet, de le rendre à l'échelle humaine, comme il disait dans le panneau, la vie entre les bâtiments, c'est super intéressant. Cette réflexion-là peut être bonne. Nous, on a concentré nos immeubles sur une portion du terrain. On veut développer un belvédère, tout ça. Pour nous, ça devient accessible à tous, là, pas juste aux résidents du futur projet. Fait que ça, je pense que pour nous, on va offrir comme les attraits naturels du site à tous. Ça, c'est une manière de le faire. On est quand même en communion. On touche d'un côté au Petit Train du Nord. Tu as la polyvalente, le centre sportif d'un bord, la rue principale avec les commerces. Fait qu'on est vraiment dans le cœur. Mais en même temps, c'est ça. Fait que dans la circulation, tout ça, de réfléchir à une manière qui peut bénéficier à tous. Puis après, c'est une réflexion aussi des deux bords. Là, comment les gens qui sont là peuvent bénéficier, comment les gens qui vont venir là vont avoir accès à tout ce que la communauté a à leur offrir. Comme il disait, des fois, c'est que tu amènes des gens qui finissent aussi à consommer dans les commerces déjà existants. Parce que moi, j'ai toujours aimé le concept de mixité. Là, mon projet est très résidentiel, mais en même temps, on ne va pas réinventer la roue. Les commerces sont là, donc on leur donne accès. Les commodités sont proches, puis ça rajoute juste plus de clients pour les commerces existants. Puis après ça, je pense que nous, on a d'autres réflexions qu'on veut mettre en place, mettre de l'avant justement les commerces locaux, partage de ressources. Il y a des applications maintenant qui sont là pour t'aider à partager tout avec tes voisins. Là. Fait que, pousser ce genre de choses-là, c'est ce qu'on veut faire. En fait. Place à l'innovation, finalement, au sein de ça. Merci. Puis nous, tu vois, on n'a pas, étant donné que c'est des grandes maisons unifamiliales, que ce soit qu'on rachète et transforme ou construit, en termes réglementaires, je parle, parce que l'Oasis Eastman, c'est comme un hôtel avec le Spa Eastman, mais ça ressemble, physiquement, ça ressemble à une grande maison. Puis l'Oasis Sutton, c'est littéralement une grande maison. Acheter et rénover pour pouvoir accommoder ça. À cause de ça, il n'y a pas tant de difficultés. Je veux dire, ça ressemble à tout le reste. Le seul défaut qu'on trouve, puis on sait que c'est parce qu'on attend la technologie qui va le... Nous, l'idée des Oasis, ce serait, au lieu que donc, challenger l'idée, est-ce qu'on a vraiment tous besoin d'une maison unifamiliale ou d'un condo même, d'un char chaque et de chacun aller s'acheter de la bouffe puis la faire soi-même. Je trouve que, dans ma perspective, c'est la chose la moins efficace de l'histoire de l'humanité. Et l'idée, c'est on va être 6 à 12 personnes qui vivent dans une grande maison. Il y a une cuisinière sur les lieux qui s'assure qu'il y a des repas bio locaux extraordinaires à tous les jours. Y a-t-il une chambre de libre, ça? Comment? Y a-t-il des chambres de libre? Peut-être bientôt, peut-être à partir de 2023. Et on a une maison écologique parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on est à plusieurs à vivre dedans. Et l'idée, le seul hic qu'on a probablement qui va changer bientôt, c'est que là, présentement, surtout qu'on vit en campagne, nous surtout, c'est plusieurs voitures. Parce que là, ils sont 10. Puis là, il y a plusieurs voitures dans le stationnement. Et ça, on n'a jamais voulu ça. Parce qu'avoir plein de voitures, ce n'est pas non plus une solution.
Fait que là, on essaye avec l'autopartage, qui est une première tentative, mais vraiment, on attend après Tesla qui pèse sur le bouton pour qu'il commence à se conduire toute seule les voitures, ça s'en vient. Mais lorsque ça va arriver, qu'il y ait une ou deux voitures électriques qui se conduisent toutes seules, associées à la maison, au lieu que chacun ait sa voiture, je crois que c'est le dernier truc. C'est-à-dire que c'est comme une cuisinière ou cuisinier, une maison écologique, puis une voiture, maximum 2, pour un groupe de 6 à 12 personnes. Je crois qu'il n'y aura pas moyen d'avoir un style de vie plus abondant et à la fois abordable, ever. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis nous, c'est notre dernier challenge. Là. C'est comme quand il y a 8 chars dans le cours, ça fait bizarre. Fait que là, on travaille là-dessus. Mais il y a une partie qui est au-dessus de notre... c'est pas nous qui va décider quand ça va se passer. Merci beaucoup. On peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Je pense que c'est très intéressant. OK. On va inviter... On invite nos autres panélistes à se joindre à nous pour la période de questions. Donc, il y a des micros dans la salle. Donc, vous vous présentez au micro si vous avez des questions. Puis, vous pouvez dire à qui elle s'adresse si elle s'adresse à quelqu'un en particulier. Oui. Oui, bonjour. On l'allume? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui. Donc, la première question qui touche à la fin de la conversation maintenant, pourquoi les projets innovants, ils ne sont pas dans les zones périurbaines où il y a déjà du transport en commun ou quelque chose de très proche, justement pour pallier à cet usage de l'automobile qui commence à être compliqué, là. Donc ça, c'est pourquoi il n'y en a pas plus. Et puis, Pascal avait mentionné, oui, il y a des problèmes avec les coopératives. Donc, pourquoi on ne règle pas les problèmes des coopératives de la même façon, là, parce que les coopératives, elles sont en milieu urbain souvent, donc plus abordables et aussi n'obligent pas les gens à dépendre des transports pour leurs activités principales, puis permettent aussi aux familles d'habiter près d'une école, par exemple. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur la première partie de la question? Donc, pourquoi il n'y a pas plus de projets innovants en zone périurbaine? Moi, je peux juste répondre pour nous, par exemple, là, parce que je trouve qu'il y en a quand même beaucoup des projets innovants, mais pour nous, la raison pour laquelle on ne les a pas faits dans ces régions-là, c'est justement parce que je trouve, en ville, c'est quand même un scénario différent, parce que en ville, tu as le droit de faire des multiplexes de 100 000 plex, si ça tente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de limite à la quantité d'unités, ni à la grosseur de chaque unité. Fait que le problème que nous, on résout est plus pour les régions qui sortent du cœur villageois et ou de la grande ville. Puis je crois que dans les grandes villes puis dans les cœurs villageois, il y a d'autres gens qui arrivent avec d'autres alternatives, options avec des beaux logements comme ce que toi tu discutes et ce que les coops apportent. Moi, c'était beaucoup, ce que nous, on voulait apporter, c'était, il y a eu énormément d'immenses maisons de construites dans les dernières années dans des régions, dans la campagne et tout ça, des milieux de vie extraordinaires, puis il y a un couple qui vit dedans. Tu sais, nous, la maison qu'on a achetée pour transformer, il y avait un couple qui vivait, elle a 5000 pieds carrés la maison. Fait que c'est comme, wow, c'est quand même, on pourrait optimiser, je pense, en nombre de pieds carrés par personne. Là. Nous, on vit 10 à 12 dedans, super confortablement, super abondant, style de vie incroyable. Fait que moi, c'était plus ça qui nous intéressait, pas parce que les autres ne nous intéressent pas, juste parce qu'il faut choisir sa bataille, entre parenthèses, et qu'il y a d'autres gens qui font d'autres projets. Fait que pour moi, c'était juste ça. Bien, nous, à Village Urbain, c'est justement le périurbain qui est accessible pour nous. Donc, la Chine, c'est encore périurbain. Il n'y a pas assez de transport qui connecte ça avec Montréal. Puis, on est en train de parler avec la ville de Laval, qui sont très excités d'avoir Village Urbain redévelopper une partie de Laval. Fait que ça va venir très bientôt, dans les prochaines années. Fait que le périurbain, c'est la seule chose qui nous reste parce que à Montréal, il n'y a pas assez de terrains municipaux available. Puis, et on ne veut pas faire compétition avec le marché privé. On ne peut pas faire compétition, en fait, avec le marché privé qui peut mettre plus de gens par pied carré que nous, on pourrait faire pour créer des communautés viables. Avec ça, c'est la première question. Et la deuxième question, les coopératives, plein de problèmes à résoudre. Des problèmes, par exemple, il y avait un article de journal récemment qui est passé, qui était une dame qui avait cofondé une coopérative dans le Mitten Park, puis elle était rendue trop vieille pour faire ses responsabilités de membre. Puis ils l'ont chassée dehors parce qu'elle ne faisait plus ses tâches. Right? Mais fait qu'il y a un moment donné, il faut recréer la régie interne puis prendre en compte que les gens,
Ils ne peuvent pas également faire toutes leurs tâches tout le temps et penser que c'est pas un travail. C'est un travail, puis il faut être aussi flexible comme au travail, d'avoir des congés de maladie, des congés de vacances, puis avoir un moment de répit quand tu deviens de plus en plus vieux. Donc, ça, c'est un problème des coopératives d'habitation. D'autres problèmes des coopératives d'habitation, maintenant, c'est que le financement qui construit les coops d'habitation est limité, puis souvent, ça donne que tu ne peux pas construire d'espace commun. Fait si tu n'as pas d'espace commun où les gens peuvent se réunir dans une salle, comment tu peux avoir des gens qui collaborent ensemble? Fait que même avec le mot coopération, le mot coopérative, on pense coopération, c'est pas automatique qu'il y a de la coopération entre les gens. Et ça, c'est un problème économique, en fait, qu'on a. D'autres problèmes aussi, c'est des despotes de gens qui sont leur CA depuis 40 ans, puis ils vont choisir leur famille ou des amis proches pour habiter dans leur coop. Fait que ça fait des clubs privés de gens qui s'échangent leur logement. Puis, tu as aussi beaucoup de discrimination raciale qui se fait sous la guise de il n'y avait pas de compatibilité émotionnelle avec la personne. Fait que, tu sais, oui, il y aura des difficultés culturelles et il faut vivre avec, puis il faut aussi, tu sais, en tout cas, fait qu'il y a des problèmes à résoudre, puis... Deux choses. Une, je vais vous présenter justement 3 petites photos rapides. Juste avant, sur les coops d'habitation, comme n'importe quelle entreprise, il y a des défis à avoir. Qu'il y ait quelqu'un, on donne du pouvoir à des gens, on les forme et tout, ça change, mais comme n'importe quelle organisation, tu as des cycles, des hauts et des bas, puis on les aide, les regroupements, justement, on est là pour les accompagner, les aider, etc. Mais effectivement, ça arrive des fois qu'il y en a qui prennent le pouvoir, puis qu'il y a de l'abus, mais ça, il y a ça un peu partout. Là. Écoutez, ouvrez la radio là, ou la télé, puis ça pleut. La différence, c'est qu'on prend ça en charge. On a développé la médiation citoyenne coopérative. On a développé des approches, énormément d'outils. On vient de sortir en juin un guide pratique de gestion avec beaucoup d'approches très humaines, mais ça reste géré par des humains. Donc, quand je parlais un peu d'une certaine ingénierie humaine, là, non pas qu'on manipule les humains, mais au contraire, qu'on leur donne les outils pour être en mesure de prendre ça en charge, bien, ça se cultive, ça se travaille, et il y a ces défis. Donc, ça ne va pas plus mal dans les coops qu'ailleurs. C'est plutôt qu'on prend ça en charge, puis là, bien, ça va avec les gens qui sont là aussi. Donc, la question qu'il y avait avant, c'est par rapport à où on fait les projets. Je vais juste vous montrer 3 exemples, les 3 premières coops de propriétaires au Québec. Ici, on est dans le Pocket Neighborhood, là, dans le principe. Il y a un parking en grappe. Toutes les autos sont, disons, où je suis. Et là, on marche, puis on a chacune des maisons. C'est des petites maisons. Au début, les gens avaient peur. C'est-tu des maisons mobiles? C'est-tu ci, c'est-tu ça? Les fils sont enfouis, fait que c'est pour ça que vous ne voyez pas de fils. Et ça devient, là, ça n'a pas poussé beaucoup encore, mais au début, ça va ressembler à ça. Et là, ils vont, ensemble, collectivement, développer. C'est 73 maisons où, normalement, l'urbaniste traditionnel aurait fait peut-être 40, 50 semi-détachés. On en fait 73. Donc, on densifie, ce qu'on appelle maintenant le mot à la mode, densification douce. Là, je l'ai entendu tantôt. Mais ça densifie, parce que les villes disaient, est-ce que tu es assez densifié? Oui, parce qu'on ne mettrait pas de plus gros immeubles. Par contre, pour les partenaires financiers, une bébite de même, là, ça sort, c'est niché, ça va-tu juste être une mode, si, ça. On n'a jamais autant eu d'appels et d'intérêt pour ce projet-là. Mais il y avait plus de crainte des partenaires. Ça va? Là, on est, je dirais, dans une première couronne d'une ville de 170 000 habitants. Mais en milieu urbain, quand même, on est proche pas mal des services. 73 maisons comme ça, c'est 16 pieds par 30 pieds avec 2 étages. Puis je vous le dis, le Desjardins a dit, OK, on accepte d'hypothéquer, de vous faire une hypothèque personnelle dans notre formule, mais minimum 700 pieds carrés. Avant, c'était plus élevé, fait qu'ils ont accepté de descendre à 700 pieds carrés. Fait que quand tu as un étage, 16 par 30, OK, 480 pieds carrés, plus une mezzanine, on arrive aux 700 et des poussières. Puis, si tu complètes ton 2e étage, ça fait comme des grands 3,5 ou des 4,5, si vous voulez, sur 2 étages. Ça va? Ça, c'est l'exemple. Mais avant de pouvoir faire ce projet-là, parce que les gens qui sont dans ce projet-là, on va commencer les travaux dans quelques mois, mais ça fait 6 ans qu'on travaille. Mais les partenaires, c'est pas lui qui voulait voir en premier. Ça, on va voir le 2e. Ici, au fond, vous voyez la maison, c'est des quadruplex. On a essayé de maximiser c'est quoi la grandeur avant de tomber dans toutes les normes québécoises pour maximiser.
c'est ce qu'on a fait, moi, en tout cas, personnellement, le plus écologique en 25 ans. Solaire, passif, LEED, nouveau climat, on a réussi à tout rentrer ce qu'on pouvait rentrer, écologique, et les gens ont payé pour des 5,5 et des 6,5 en bas de 200 000 $. Ça va? Ça a coûté plus cher que ça. On est allé chercher des partenaires qui ont investi. On a toute une mécanique. Mais moi, qui ai 5 enfants, j'allais y vivre. Là. Finalement, je me suis séparé 2 mois avant d'y arriver. Mais moi, les autres familles, ma famille y vit, mais pas moi. Dans le fond, en bas de 200 000 pour avoir un 6,5, 2 toilettes, ça c'est vital pour ceux qui ont des grosses familles. Là. Moi, je vivais dans un 5,5 à 7. Là, d'aller dans un 6,5 à 2 toilettes, dans ce qu'il y a de plus écologique, ça coûte à peu près 50 $ par mois pour un 6,5. Ça, pour vous donner un comparable, dans les logements traditionnels, c'est au moins 120, 130 là, quand tu es dans des plus vieilles constructions. Donc, ça, les partenaires financiers trouvent ça super. Mais là, on est dans une municipalité de moins de 2500 habitants. Juste pour vous rappeler, là, au Québec, il y a 1107 municipalités. 70 de ces municipalités-là ont moins de 10 000 habitants. Fait que le partenaire financier fait « Ouh, si je finance 25, 30 ans, là, 35 ans, il va-tu toujours avoir des gens qui vont arriver? » Ça fait partie de leurs préoccupations. Tu vas-tu être connecté avec Aqueduc-Égout? Fait que là, on l'est ici connecté. Et on a eu la chance, là, il y a une école, en fait, il y a 2 écoles primaires, dont une assez alternative, publique, mais alternative, 2 écoles secondaires, 2 usines. Tu sais, il y avait un contexte qu'on a réussi à convaincre les partenaires, mais ça fait partie des enjeux. Et celui que les partenaires ont dit oui en premier, c'est le prochain et le dernier que je montre. Donc, ça, là-dedans aussi, on est allé chercher un certain nombre d'éléments écologiques, bien sûr. C'est 24 unités, des 3,5, 4,5, 5,5. Ascenseurs, quelques stationnements souterrains, des bornes électriques, bien sûr, etc., etc. On est allé évaluer combien on diminuait le nombre de gaz à effet de serre émis dans la construction, mais c'est surtout le projet de vie de gens qui se regroupent. Mais vous voyez, un parc en arrière. Ça, on est dans le quartier nord, en pleine ville, là, proche du carrefour de l'Estrie, pour ceux qui connaissent un peu Sherbrooke. Donc, il y a une piste cyclable juste à côté. On en a fait 2 comme ça, on va en faire 3 autres. Ça, les partenaires financiers disent « Ah, ça, en 2e, 3e couronne de Montréal ou de Québec, on est capable de reproduire ça. J'investis dans un projet pilote qui peut se reproduire, mais je leur ai fait passer les 3, là. Vous comprenez? Fait que les 3, mais ils ont dit on va y aller par ordre. Donc, lui était le premier financé. Celui des quadruplex à Waterville, il y en a 16, là, donc 4 x 4. Puis le dernier, le petit quartier, c'était le plus complexe parce qu'on sortait de toutes les normes. C'est juste pour dire, mais à chaque fois, on a le souci d'avoir des transports en commun, puis effectivement, tout ce qu'il y a de plus déjà existant pour ne pas être obligé de recréer tous les services puis tout le coût qui est engendré par ça. Merci. Ben non, ça va. Je pense que c'était très intéressant avec des exemples à l'appui. On va prendre 2 dernières questions, parce qu'il y a une main qui vient de se lever, puis après ça, on va passer à l'atelier, parce que vous vous rappelez qu'on a un atelier collectif qui va suivre. Donc, la parole est à vous. Bonjour. Je vais être bref. Dans une autre vie, j'ai eu l'occasion de visiter un peu comment on construisait ailleurs dans le monde. Puis, mon constat, c'était de voir qu'en Amérique du Nord, on traite le logement un peu comme un produit de consommation courante. Tu sais, dans le fond, on construit une maison, puis on la jette en totalité ou en partie dans 15 ou 20 ans. Tandis qu'ailleurs, tu sais, c'est fait avec une perspective plus long terme. Là, tu sais, pour faire image, probablement qu'on est le petit cochon qui construit en paille, puis ailleurs, on construit plus durable. Mais je constate aussi que nos outils de financement sont adaptés en fonction du type de construction qu'on a développé. Quand on va dans une logique où on construit justement plus intelligemment, dans une optique d'avoir un bâtiment qui va durer dans le temps, est-ce qu'on réussit à trouver un financement qui est adapté à ce type d'investissement-là, c'est-à-dire qui va nous permettre de le financer sur plus longtemps que 25 ou que le 25 ans traditionnel, ce qui pourrait permettre là, de justement étirer le financement des projets? Je ne sais pas s'il y en a un qui veut se lancer. Bien, je ne peux pas répondre pour le financement, ça c'est pas mon expertise. Par contre, je pense qu'on a un problème de culture en Amérique du Nord par rapport à la durée de vie du bâtiment. Je pense que c'est intéressant de penser que, si on parle de chiffres, en général, les bâtiments qu'on construit à notre époque ont une durée de vie de 30 ans en moyenne avant de nécessiter des rénovations majeures. Donc, malgré la technologie, malgré la science, malgré tout ce qu'on sait, on bâtit systématiquement les bâtiments les moins pérennes de l'histoire.
Et je pense qu'il faut changer ça. Puis justement, je suis pas mal sûr qu'ici, on a des objectifs communs par rapport à ça. On sait que c'est différent. La maison qu'on a construite à Bromont, la maison passive, on parle d'un horizon potentiel de 300 ans idéalement. Ce qu'on veut dire par là, il va y avoir des rénovations pour adapter la technologie, tout ça, mais de la même manière, on voit des vieilles maisons en Europe qui sont encore habitées, qui peuvent être rénovées pour être performantes. Puis donc, il y a un attachement quand même. Le bâtiment le plus écologique, c'est celui qu'on ne démolit pas. Il y a pas on veut qu'on parle de construction aujourd'hui, là, mais il n'y a rien de plus écologique que de ne pas construire. Donc, non, mais c'est vrai. Et puis, je pense que c'est important. Mais donc, oui, c'est possible. Puis, on a des beaux exemples internationaux. Puis, je pense qu'ici, par contre, on est mûr pour un changement, mais j'ai quand même espoir qu'il y a un intérêt sincère en ce moment au Québec, en Amérique du Nord, pour changer de paradigme par rapport à ça. Nous, on le voit dans notre pratique par rapport aux demandes. Puis c'est pour ça aussi, c'est plate, on doit dire non à beaucoup de projets pour des questions de financement. C'est pour ça que je laisse les autres personnes répondre. Mais idéalement, c'est aussi qu'on arrive à démocratiser. À démocratiser des bâtiments qui seraient, je dirais, hyper durables. Allez-y. Pour le financement, je pourrais compléter, là. En fait, c'est sûr que la qualité de la construction, l'écologie, tout ça, il y a beaucoup de variables qui s'affrontent là, dans un projet comme ça, surtout quand tu veux arriver avec du logement abordable, donc être capable de réduire les coûts. Puis là, c'est pour ça qu'au début, tu arrives avec une vision forte, puis c'est sûr que tu veux genre le projet écologique, un projet tu veux qu'il soit top-notch à tous les niveaux, puis tu réalises dans le fond, tu sais, que au fur et à mesure que le projet avance puis que tu as des défis qui sont hors de ton contrôle, les taux d'intérêt qui montent, bien, je veux dire, c'est énorme comme impact là, sur est-ce que ton projet va avoir lieu ou pas. Genre, soudainement, au lieu d'avoir besoin de 3 millions d'équité, tu as besoin de genre 12 millions parce que la banque elle prête plus de la même manière à cause des taux puis des loyers, des revenus futurs. C'est comme super. Tout est interrelié. Puis là, ben, tu es comme, OK, mais comment je peux pallier à ça? Je peux-tu le faire quand même? Tu sais, ultimement, c'est au service de la mission. La mission, c'est quoi? C'est d'avoir du logement le plus abordable. Puis là, tu es comme, c'est quoi les variables qu'il faut? Bref, c'était pas exactement ça la question, mais pour ce qui est de la qualité de la construction, tu sais, moi, personnellement, j'aimerais, tu sais, je veux créer le projet qui va être le plus pertinent et cohérent pour toujours, qui peut évoluer avec la société puis qui peut durer dans le temps. C'est sûr que c'est une des choses qui me parle beaucoup dans l'immobilier, c'est de faire des projets qui durent dans le temps. Fait que la qualité, c'est important. Puis, je ne cacherai pas que quand tu gères des immeubles aussi par la suite, plus que tu as construit de qualité, moins tu as de troubles dans le temps puis de choses à réparer. Fait que c'est intelligent de le faire. Mais ça fait partie de tout ce qui rencontre des embûches aussi. Puis, tu sais, les coûts des matériaux qui explosent. Il y a beaucoup de pression sur tous les projets de tous les porteurs en ce moment. Là. Fait que c'est ça, on fait face à ça. Puis en ce moment, avec les taux qui montent, les banquiers ils savent plus sur quel pied danser, ils sont nerveux. Il y a des gros joueurs, je parle à des joueurs, puis c'est comme, je suis beaucoup dans le financement en ce moment. Là. Puis je parle à des joueurs, puis je suis comme, fait que dans le fond, vous avez quoi? Vous allez vendre des hot dogs genre pendant 3 ans, le temps que le marché stabilise. C'est des gros joueurs qui sont comme, on ne sait plus quel taux utiliser, ils nous proposaient un truc, c'était une blague. Là. Je suis comme, OK. Fait que c'est triste, mais c'est ça. Concrètement, là, si vous voulez l'écrire, au niveau gouvernemental, au niveau canadien, c'est la SCHL. Avec leur stratégie nationale sur le logement, il y a énormément de fonds disponibles. Il y a du formulaire, puis c'est une approche très canadienne, là. Mais ça, c'est la SCHL. Le pendant de la SHQ au niveau du Québec, même chose, il y a des programmes. Les deux combinés, il y a une dizaine de... Bien, pas tout à fait. Il y a plusieurs programmes qui existent de toutes sortes. Récemment, le Québec a donné les moyens à travers 2 partenaires majeurs qui sont Desjardins. Ils ont dit, on donne 175 millions, développe-nous au moins 1000 logements. Même chose à la FTQ. Donc, les deux actuellement sont, vous avez un projet, il y a des fonds actuellement disponibles, puis ils pensent à comment le mieux possible le financer. Concrètement, pourquoi ça peut ressembler? La FTQ, très, très concret, là, ça, je vais être dans le chiffre, c'est à peu près 38,8 % qu'il va mettre sur le projet. Tchoun. Si tu réponds aux normes, si tu as les paramètres qui sont assez simples, tu vas y répondre. Pour la Desjardins, ça peut aller jusqu'à 175 000 la porte pour faire du logement actuellement là, pour essayer de répondre à la crise.
Sinon, en subvention ou en prêt? en subvention. En subvention. En subvention. Ça Pour va? une coop. Coop au BNL, le projet que vous pourriez avoir, là, vous démontrez la pertinence, l'endroit, etc. Il y a des régions actuellement où il y a peu ou pas de projets. Il y a de l'argent. Là. Quand je vous dis qu'il y a 10 programmes, c'est que l'argent est là. Là. C'est juste que c'est pas une table d'hôte où tu fais rien puis tu manges. Ben, tu fais rien. On faisait plein d'affaires, mais au moins c'était toujours à la même place. Là, c'est vraiment, il faut combiner. Parce que c'est pas parce que tu as 40 de subvention que tu as fini la job, là, au contraire. Après ça, sur le terrain, donc je vous ai dit FTQ, Fonds d'action aussi et un appétit, c'est un fonds de travailleurs, comme la FTQ, mais là de la CSN. Donc, ils sont actuellement avec plusieurs millions aussi à investir dans ça. Et concrètement, sur le terrain, il n'y a que 2 banques qui paraissent sur nos types de projets. Les autres, ne perdez pas de temps. Là. Il y a 2 banques, la Banque nationale puis Desjardins. Chez Desjardins, c'est la Caisse d'économie solidaire. Pourquoi j'en parle? C'est parce que les coop et les OBNL, c'est comme tu as eu des caisses d'économie des pompiers, des policiers. Bien, nous, c'est notre caisse de l'habitation communautaire. Fait que 60 des actifs de cette caisse-là appartient aux coop et aux OBNL. Là. Ça, dit autrement, cette caisse-là, en quelques mots, elle nous appartient. Donc, on a une influence importante et ils se sont spécialisés aussi, là, ceux qui y travaillent. C'est ça. Ils connaissent bien l'habitation, ils connaissent bien les projets hors normes. J'avais accompagné le Cohabitat à Québec, là, avec Michel Desgagnés, pour ceux qui l'ont connu, qui en est mort 2 mois aussi avant de rentrer dans son projet de Cohabitat. Mais on avait travaillé ensemble 5 ans, puis ça a été de bâtir ça. Fait que toute cette expertise-là, elle est là. Donc, refaites pas la roue, puis surtout, allez pas voir un gentil monsieur, madame, là, dans les autres banques, là, vous perdez votre temps. Même s'ils sont bien fins localement, au niveau national, ça va bloquer. Puis là, même la caisse d'économie, en bas de 5, bon, disons, en bas d'1 million, là, la caisse est capable de faire un bout. Mais dès que ça dépasse un certain montant, ça doit aller à la fédération. Et là, il y a plus de critères qui rentrent. Si vous aviez vu l'entente de prêt pour que j'emprunte sur les premiers projets que j'ai faits là, c'est 30 points. D'habitude, il y a 4-5 points pour faire un emprunt sur un projet. Là. J'en avais 30. Là. Puis il fallait que quelqu'un aussi nous cautionne pour être sûr. Ça va? Fait que, juste pour vous dire, vous pouvez décider de refaire la roue au complet, puis je respecte ça, je l'ai fait aussi. Là. Mais nous, ça faisait 30 ans qu'on essayait de faire des projets, puis on s'est dit, là, OK, là, on y va, on voit des pays où ils sont rendus à 30-40 du marché qui est coopératif, même s'il n'est pas parfait. Le monde travaille à s'entraider puis à faire quelque chose de différent. Donc, nous, on est au Québec, c'est à peu près 2 En Estrie, on est rendu à 5 mais on est loin des 30 ou 40 coopératifs. Fait que, voilà pour le financement. Ça répond un peu? Ben oui, merci. Je pense que ça donne des chiffres aussi, c'est très concret. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Dernière question, puis après ça, si on veut avoir du temps pour l'atelier, donc... Bonjour. En fait, ma question, c'est que si je prends la réalité de logement à Montréal et la crise de la COVID-19 qui a fait que les gens voulaient un peu échapper de tout ça, et puisque avec la pandémie, ils ont la possibilité de télétravail, beaucoup de gens se sont tournés vers les régions pour échapper un peu de la réalité du logement à Montréal. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque dans les régions? On ne parle pas vraiment d'abordabilité ou d'accessibilité, mais plutôt de disponibilité. Beaucoup de régions, les logements disponibles, ils n'en ont pas. Et l'une des causes, c'est la façon dont le marché est traditionnel. Parce que si on prend construire un bloc de logement en région, le construire ce même bloc de logement à Montréal, ça coûte à peu près les mêmes. Par contre, la valeur n'est pas la même, à mon avis. C'est plus cher à Montréal. Ah, bah ouais. C'est plus cher aux Îles-de-la-Madeleine. C'est plus cher à Montréal. Ça fait qu'au niveau de retour sur investissement, il y a quelque chose qui cloche pour un entrepreneur traditionnel. Donc moi, quand j'entends vos projets, je vois que vos projets va en dehors de la réalité du marché traditionnel. Maintenant, ma question, c'est, ça prend quoi comme enjeu, comme défi, comme obstacle pour vos projets de multiplier ces projets-là pour créer un impact en dehors de Montréal et notamment dans certaines régions? Merci. Quelques pistes de réponse? Le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre, le financement, puis avoir des partenaires financiers qui ont confiance. On en mentionnait tantôt, là, quand ils voient les nouveaux projets, ils disent on ne veut pas financer ton affaire parce qu'on ne sait pas les risques. Fait que, il faut d'abord avoir un proof of concept. Il faut le réussir à avoir au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis là, après, là, on peut aller explorer, aller compétitionner avec, puis faire des affaires plus à grande échelle.
Mais c'est ça, c'est tous des projets comme expérimentaux qu'on fait, right? Fait que ça va prendre du temps, je pense. Ça, c'est mon avis. Ben, peut-être que je reviendrai un peu sur la question précédente aussi. Je pense que tant qu'on va traiter le logement purement comme un bien de consommation et même comme un bien de spéculation, ça va être extrêmement difficile. Puis justement, si on parle de 2 du parc immobilier qui serait en coop versus d'autres exemples qu'on regarde à l'international, c'est certain qu'on ne peut pas... je pense pas qu'on va y arriver juste en attendant que ça change naturellement. Tu sais, comme tu disais, Nicolas, nous, on le voit, nous, on reçoit des commandes, puis on répond à la commande en tant que professionnel. Puis, ben, quand, là, en ce moment, depuis cet été, avec la hausse des taux d'intérêt, beaucoup de grands développeurs sur qui les gouvernements, nos gouvernements, ont mis toute la responsabilité sur les développeurs immobiliers, virtuellement, là, je pas 100%, mais beaucoup. Puis quand ces gens-là qui finalement ont la responsabilité décident de juste dire « Ah non, c'est pas un bon contexte, nous on attend », bien effectivement, il y en a pas, on s'assoit sur nos acquis, puis on attend que ça passe, puis on va... Puis la réponse ne peut pas être là, donc je pense qu'il faut effectivement des politiques, des nouvelles politiques à long terme, pas seulement des paroles creuses, là, mais il faut un investissement majeur. Puis encore une fois, pour le modèle européen, des budgets au pied carré de construction de logements sociaux en Europe sont souvent plus élevés que comment nous, on construit les projets de millionnaires ici. C'est-à-dire aussi parce que c'est financé par le public, parce que c'est un bien essentiel. Donc, si on traite ça comme un bien essentiel, on devrait, en fait, on devrait être conséquent avec cette vision-là du logement. Merci. C'est tout le temps qu'on avait. Si on veut pouvoir enchaîner à la télé, je pense qu'on aurait pu aborder cette question-là de long en large encore davantage. De toute façon, nos panélistes demeurent si vous avez d'autres questions. On va réaborder la question probablement aussi à travers l'atelier, donc je vous invite à rester et je vous remercie tous les 5 d'avoir été là pour cet atelier.